Salut YouTube et bonne année 2025. Alors je dis 2025 et alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais de mon côté, pour m'habituer à la nouvelle année, que ce soit sur les documents ou quoi, il me faut à peu près jusqu'à décembre de l'année en question. Donc je risque de dire 2024 et d'écrire 2024 à peu près jusqu'en septembre, octobre, novembre 2025. Mais ça tombe bien parce que on peut rester un peu en 2024 pour cette vidéo, puisque ça va être les découvertes de septembre 2024 avec toujours quelques mois de retard. Donc les découvertes de jeux, la vidéo des découvertes, c'est des jeux que j'ai découverts en septembre 2024. C'est pas des jeux qui sont sortis, ça peut être des nouveautés, ça peut être des vieilleries, ça peut être des découvertes sur table classiques ou en numérique comme d'habitude. Ça peut être des choses en français ou pas, tout simplement, des choses éditées aussi en France ou pas, donc pas mal de choses. Comme d'habitude, je me sers des images des éditeurs quand il y en a, sinon je prends à gauche, à droite des choses que je trouve disponibles et libres de droit. Également ici et là, il y aura des images de Eric, de What's Eric Playing, que je remercie comme d'habitude de m'autoriser à les utiliser. Vous le trouvez sa page sur Instagram, etc. Comme d'habitude, je vous mets le petit truc qui défile ici. Vous pouvez aller voir ça, son site, son Instagram, les images qu'il met sur BGG. Il fait des choses très bien, bien mieux que je le ferais moi-même. Comme d'habitude dans cette vidéo, donc il y aura des déceptions, des choses que j'ai, enfin des déceptions, j'appelle ça comme ça dans mon petit document, mais en vrai c'est des choses que je n'ai pas aimées, c'est pas forcément des déceptions parce que la déception c'est aussi par rapport à des attentes. Et puis il y aura des choses que j'ai aimées, pas mal, et puis il y aura un top ce mois-ci en septembre, un seul top. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Comme d'habitude, je vous laisse mettre le petit pouce qui va bien si vous pouvez, si vous voulez, si vous aimez la vidéo. Je vous attends également dans les commentaires en dessous de la vidéo pour partager vos propres découvertes, ou commenter les choix que j'ai fait, les jeux que j'ai mis dans cette vidéo. Et puis voilà, à peu près, on va commencer avec les déceptions. Ainsi, comme d'habitude aussi, il y a le petit Buy Me a Coffee. Si jamais vous trouvez que ce que je produis en termes de contenu mérite rémunération ou quoi, sans contrepartie autre que le plaisir de soutenir la chaîne, je vous mets le petit QR code qui va bien et puis le petit lien. Merci aux personnes qui soutiennent déjà la chaîne, qui l'ont déjà soutenu, c'est toujours cool. Et voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Je vous propose que sans plus attendre, on passe aux déceptions. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Duck & Cover sans devenir un jeu que je trouve très bon, hein, vous vous en doutez s'il est dans cette catégorie, mais c'est un jeu qui a su un peu monter dans mon estime petit à petit, là où j'avais fait une première partie et vraiment, vous imaginez ma face à soupirer un peu comme j'avais soupiré quand j'avais joué à Décal plus tôt dans l'année, parce que ouais, une fois de plus, on sent que derrière, du côté de la démarche de création, il y a l'envie de se placer dans la lignée de jeu qui marche, vraiment de faire un produit qui va se vendre sans vraiment proposer quelque chose qui propose de nouvelles émotions. Et ici on retrouve un peu de bingo par le côté tirage de cartes qui va rappeler un peu Super Mega Lucky Box par exemple. On retrouve un peu de skijo par le côté où on vise le plus petit score. Alors un peu plus étonnant comme influence ou comme ressenti. Moi j'y ressens un petit peu de l'île des prédateurs de Scott Helms. C'est ce jeu solo qui était sorti dans la gamme micro de chez Matago. Parce qu'il y a l'idée où on essaye comme ça de bouger les bonnes cartes au bon endroit. Alors Duck & Cover est très inférieur en termes de qualité, et en fait la comparaison c'est vraiment plus par la mise en scène et la mise en mouvement du jeu que par le ressenti réel et les mécaniques, parce que ça a pas du tout le même but, ça a pas le même cheminement de pensée. Dans l'île des prédateurs il y a des contraintes assez fortes, il y a des pouvoirs, là pas du tout, hein, vraiment. c'est assez éloigné quand même, mais de loin comme ça me faisait un peu penser à ça. Je retiens aussi quand même de Duck & Cover, il y a une mise en scène, une vraie mise en scène qui est verbalisée dans le livret de règles, avec ces histoires de coin, etc. Et c'est quelque chose qui crée de l'animation à table, parce que ça crée une espèce de crescendo comme ça, où les coins vont se multiplier au fur et à mesure de l'avancée de la partie. Même si j'ai entendu ici et là, et c'est quelque chose que je peux aussi entendre, c'est en gros le fait de mettre autant l'accent là-dessus au point de l'écrire dans les règles, ça peut être aussi un cache-misère un petit peu, et que c'est là pour cacher un peu la pauvreté du jeu qui finalement a besoin de dire dans les règles faites coin pour un peu créer de l'animation, plutôt que le jeu le propose par lui-même en fait, par ses dynamiques de jeu et la mise en place de la partie. Je retiens aussi quand même quelques éléments de choix par rapport voilà, au nombre de sorties de chaque carte, les choix qu'on va faire en cours de la partie, ça va offrir vraiment des trajectoires assez différentes, comme finalement pas mal de duplicates qui commencent de manière totalement symétrique, mais dont l'asymétrie des choix crée des cheminements différents. Mais somme toute, ça donne un peu d'identité aux différentes parties qui vont se dérouler autour de la même table. Reste quand même qu'à la fin, les enjeux et l'intérêt des choix sont vraiment très limités
limité, et je le dis à chaque fois hein, que je parle d'un petit jeu, mais c'est pas parce qu'on est face à un petit jeu qu'on peut pardonner ce genre de choses. Il y a toujours des contre-exemples, que ce soit Trio, que ce soit Non Merci, c'est là pour prouver qu'on peut attendre beaucoup d'un petit jeu, et que moi j'aime pas le discours du faut pas le prendre pour plus que ce qu'il n'est. En fait c'est très méprisant presque comme discours, parce que ça a tendance à placer ce genre de jeu comme des jeux inférieurs, et dire ouais, on sait que c'est un jeu pas terrible, mais faut pas en attendre plus. Bah en fait si, on peut en attendre autant que de n'importe quel genre de jeu, c'est-à-dire qu'il y ait des choses intéressantes à en tirer. Là par exemple, dans Duck & Cover, je trouve que l'idée des points perdus, qui, vous savez, selon la valeur des cartes, va y avoir plus ou moins de points perdus. En gros, les 12 vont faire perdre plus de points que le 1. Bah évidemment, ces petits splashs là, ça facilite le décompte de jeu, mais ça retire aussi un peu de personnalité, parce que ça lisse des scores, ça évite les trop grands écarts, et alors que finalement, typiquement dans ce genre de jeu, des gros écarts de score, c'est pas quelque chose que je trouve très grave. Également, je regrette aussi le côté redondant des parties. J'ai dit qu'on pouvait avoir un peu d'identité du fait de nos choix et du tirage des cartes, mais dans l'ensemble, les sentiments de jeu sont très redondants quand même, et c'est pas le hasard qui est provoqué par le côté bingo qui suffit un peu à compenser ça. Il y a un truc aussi qui est dommage, c'est que le jeu laisse croire un peu de loin qu'on va pouvoir aborder des dynamiques différentes et faire un peu des arcs de partie qui vont changer. Mais finalement, en fait, le jeu, il propose ça, il a ça dans sa besace, mais il n'est pas armé pour les valider réellement et pour vraiment faire en sorte que ce soit des choses valables. En fait, ici, je pense surtout au fait de la fin alternative. Donc, soit c'est parce qu'il y a trop de coin-coin, soit c'est parce que quelqu'un a réussi à faire une espèce de perfect et en empilant petit à petit les cartes, à faire une seule pile de cartes finale. Et si on arrive à faire ça, on gagne des points plutôt que d'en perdre. Et ça permet de se rapprocher de zéro, en fait, de gagner les points autant que la valeur qui est sur la carte d'en haut. Ça arrive parfois, ce genre de fin. Honnêtement, je trouve que ça arrive assez souvent, c'est pas à toutes les parties, mais c'est suffisamment fréquent. Les choix des gens arrivent à faire en sorte que ça arrive. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui incite vraiment à prendre des risques pour justement essayer de gagner beaucoup de points. Parce que l'idée, ce serait... Alors, je dis gagner des points, mais en vrai, c'est des points, on essaie d'être proche de zéro, donc c'est plutôt perdre des points, mais vous avez l'idée, en fait, de se rapprocher, en tout cas, du score gagnant. Parce que l'idée, c'est que, je l'ai dit, c'est la carte qui reste en haut qui va déterminer le nombre de points qu'on va gagner, / perdre, selon comment vous voulez le faire, en tout cas rapprocher de la victoire. Donc évidemment l'idée ce serait de laisser une carte de haute valeur sur le haut de la pile, pour justement, si c'est le 12, ça va faire je sais plus combien de points, mais un certain nombre, et du coup c'est plus intéressant. Et d'un côté, la plupart du temps, de toute façon, on va essayer de recouvrir ces cartes de haute valeur, parce que le titre, donc c'est Duck & Cover, et la plupart du temps on va cover, on va essayer de recouvrir les cartes, parce qu'on peut choisir de duck, je sais pas comment on le dit, mais c'est plonger, on va pouvoir déplacer une carte ailleurs sans recouvrir, parce que tout simplement ça va permettre de garder plus d'options pour la suite, en se disant là si je recouvre pas, comme ça si la carte elle tombe, je vais pouvoir l'utiliser pour recouvrir, etc. Et justement plus d'options pour la suite, là où peut-être que les autres auront fait plus d'actions cover et que ils pourront plus jouer, donc ils vont faire coin-coin. Alors que nous, on aura encore la possibilité de jouer. Mais finalement, au-delà de cette possibilité apparente, en général, la durée de partie et les conditions de fin de manche, je trouve que ça permet pas de profiter de cette espèce de flexibilité qu'on se prépare. On se prépare cette flexibilité en se laissant des cartes visibles, mais en fait, c'est trop rare qu'on arrive à en profiter, et donc on a plutôt intérêt régulièrement à couvrir les plus hautes cartes pour éviter de mettre des points, et donc finalement c'est très redondant, et cette espèce d'orientation potentielle, elle disparaît petit à petit au fil des parties. Quand même, moi j'ai essayé plusieurs fois, on essaye, et finalement la plupart du temps c'est pas récompensé, on se retrouve finalement avec trop de cartes, trop de points négatifs, et donc en fait ça pousse vraiment plus à faire l'action cover en croisant les doigts et en se disant peut-être que j'aurai la bonne séquence et que j'aurai de la chance, et puis au pire au moins je risque pas trop, plutôt que de temporiser, ce qui pourtant encore une fois serait une option intéressante. Et ça entraîne ce que je disais plus tôt, parce que moi j'ai essayé parfois de temporiser justement en me disant je vais garder des hautes valeurs pour essayer de faire un seul tas qui va être composé d'une seule carte de haute valeur pour gagner pas mal de points, mais en fait c'est trop risqué, et finalement on est vite incité à recouvrir ces hautes valeurs là pour éviter de perdre ses points, parce que même si ça arrive de temps en temps de réussir à faire une seule pile, c'est beaucoup trop improbable et beaucoup trop rare. Alors moi je trouve ça ok, c'est pas grave que ce soit rare, mais c'est tellement rare en termes d'équilibre que prendre le risque de garder des hautes valeurs, c'est trop improbable pour que ça vaille vraiment le coup. Donc finalement la plupart du temps, quand en effet, rarement quand même, on fait qu'un tas à la fin, c'est un peu le fruit du hasard, et c'est en général avec des cartes très faibles qui vont faire gagner très peu de points, ce qui fait qu'en fait ça retire à peu près tout enjeu et tout effet un peu spectaculaire que ça devrait apporter cette fin de manche un peu spécifique. Donc voilà, Duck & Cover, je refais ici et là sur Board Game Arena un peu pour passer le temps, plus que par plaisir, mais je trouve que même s'il est plus réussi que certains de ses concurrents, par exemple je le trouve bien meilleur que Decal, c'est un jeu qui manque de finition, qui manque de développement, qui manque de petits réglages sur ce qui aurait finalement pu lui permettre d'être bien plus intéressant qu'il ne l'est à la fin.
Après Château Combo, dont je vous ai parlé le mois dernier, un autre jeu de Grégory Grard que j'ai découvert sur Board Game Arena. Cette fois, c'est édité chez le Scorpion Masqué. Et cette fois, il est tout seul aussi du côté de l'Autora. Alors, il y a encore son petit tableau de 9 cases en 3x3. Et sur ce tableau, on va poser des jetons de couleurs pour faire des objectifs. Alors, le thème, on l'oublie tout de suite. C'est assez joliment illustré par Mélodie Leblond. Pas de souci là-dessus. J'aime assez les choix artistiques qui sont faits. Mais c'est un thème qu'on oublie très vite. On n'a jamais, par exemple, l'impression d'explosivité des feux d'artifice, ni l'impression de contemplation que ça peut aussi révéler. L'explosivité, par exemple, on peut la trouver dans un jeu comme Spring Festival, que je trouve pas très bon non plus, je vous en avais pas parlé parce que j'y ai vraiment pas joué beaucoup, mais pour le coup, il propose cette explosivité, et dans Festival, absolument pas. C'est une proposition comme vraiment, il en sort à peu près toutes les semaines, à base de prise, placement, points, les fameux 3P, comme on commence un peu à les appeler chez Proxy Jeux, sous l'initiative de Pionfesseur et de Cyrus. D'ailleurs, ils viennent de sortir un surtout grand jeu sur ce style de jeu-là, avec Alhambra. Moi, c'est une dénomination que j'aime bien, en tout cas, c'est assez clair dans ce que ça fait. Donc la prise, c'est ce que j'en retiens de Festival principalement, parce que c'est un peu comme s'ils avaient compris ce qui ratait dans Seven Wonders Architect, en tout cas pour moi, et que c'était un peu un Seven Wonders Architect en mieux de ce point de vue-là. On va prendre des jetons sur des piles qui sont empilées entre notre voisin ou voisine et nous, donc soit voisin-voisine de gauche ou de droite, et forcément, du coup, en prenant ce jeton, on va lui révéler un truc. Et aussi, on va le priver ou la priver de ce qu'il y avait et de ce qu'on vient de prendre. Et Festival évite la fameuse pioche face cachée qu'il y avait dans Seven Wonders Architect et qui pour moi cassait complètement la dynamique, qui pourtant est intéressante de base dans le jeu d'Antoine Bauza. Mais Grégory Grard, il a quand même instauré une notion de tempo là-dedans, parce que d'abord, dans cette prise de jetons, parce que vider ses piles, c'est avoir un impact sur la fin de partie. Là aussi très classique, mais vider des piles, c'est une condition de la fin de partie, donc est-ce que je prends celle-ci et accélérer la fin de partie, est-ce que je prends plutôt celle-là qui est peut-être un peu moins intéressante vis-à-vis de l'adversaire, mais en même temps, ça me permet de faire durer un peu plus la partie, là j'en ai plutôt besoin. Et pour justement, alors il y a cette histoire de timing en prenant les jetons à gauche ou à droite, mais il y a un autre élément qui va permettre de jouer sur ce timing, un peu à la Seven Wonders Duel pour le coup, avec certaines extensions. Ça va permettre de temporiser aussi parfois, parce qu'on veut pas offrir une opportunité à l'adversaire, ce qui existait dans Seven Wonders Architect par exemple, en fait si on piochait face cachée, c'est parce qu'on voulait pas offrir d'opportunité à l'adversaire. Là on peut aussi faire ça, mais sauf que c'est pas dans une pioche face cachée qui va être complètement claquée, c'est plutôt qu'il y a des petits objectifs qui vont être la manière principale de marquer des points dans la partie. Et au lieu de prendre un jeton, je peux prendre un objectif et le mettre de côté, essayer de le réaliser par la suite. Ces objectifs-là, on les prend au fur et à mesure, et c'est aussi une autre condition de fin de partie, donc là aussi question de tempo, soit on vide les piles, soit on a réussi X objectifs. Pas d'originalité de ce point de vue-là, puisque dans Festival, on est dans de la réalisation de motifs sur son plateau personnel, je parlais du tableau 3x3, donc il faut essayer de faire que telle couleur soit là, ou des trucs comme ça. Vous ajoutez à ça, aux objectifs perso qu'on prend et qu'on essaie de réaliser sur son plateau, des objectifs communs qui permettent un peu de course, qui rajoutent un petit peu d'interaction dans un jeu qui n'en manque pas tant que ça. Honnêtement, je trouve que c'est un jeu, l'interaction qu'il y a dedans me convient tout à fait. Vous finissez ça au niveau du scoring par un petit scoring final, si selon les trucs visibles sur votre plateau, à quel niveau ils sont, de quelle couleur ils sont, ce genre de choses, quel symbole il y a dessus, et vous avez à la fin un jeu qui, comme Château Combo le mois dernier, c'est vraiment un jeu qui respire le bon élève, qui sait comment faire un jeu en 2024, mais comme Château Combo, alors ça permet d'être édité, certes, mais je pense que c'est un jeu qui va marquer à peu près personne, et je pense que il est sorti il y a quelques semaines, là je sais pas, il y a eu les soldes, je crois pas que je l'ai vu soldé dans les boutiques que je fréquente, mais je pense qu'il est déjà oublié, et quelques semaines après sa sortie, personne ne parle plus de Festival, parce que et je parle même pas de dans un an, dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, en fait en quelques semaines il est déjà oublié, parce qu'il est tellement scolaire qu'il offre rien qui lui soit propre, et il manque d'identité. Et pourtant, Festival, donc il a tous ces problèmes là que je retrouvais déjà dans Château Combo. C'est pas les mêmes jeux, mais c'est le même genre de proposition pour moi. Je pense que je préfère quand même la proposition et les dynamiques de Château Combo dans l'idée, mais Festival arrive le temps de sa partie, et si j'oublie un peu comme ça le côté très fade du jeu, en fait les espaces de choix qu'il réserve me parlent plus que dans par exemple Château Combo. Je trouve que c'est des espaces de choix qui sont pile poil au bon endroit pour mes goûts, avec ce qu'il faut, des petites hésitations, que ce soit dans la priorisation de ce que je veux faire, dans le tempo que je donne à mes actions, à mes interactions. Ça enlève rien à ce qui me dérange dans le jeu, et ce que je citais un peu plus tôt, mais je sais que si on me propose les deux, que ce soit Château Combo ou ça, je pense que je préférerais jouer à Festival, notamment si on joue à plus de 2, et par contre évidemment je regrette toujours, à chaque nouvelle sortie de l'auteur, que Grégory Grard sorte pas plutôt un jeu du calibre de Momalin. Je suis ravi parce que j'ai avec Hit Extreme un nouvel exemple dans ma besace de jeu qui arrive à ruiner une expérience, en essayant comme ça d'apporter de la soi-disant complexité, de la soi-disant profondeur, et qui finalement
au lieu de ramener tout ça et de prendre une nouvelle identité, en fait ça oublie surtout ce qui faisait la force de la proposition d'origine et son essence, parce que bah voilà, vous le savez, mais Hit, à cheater, hein, toujours pas le jeu de voiture, le jeu de Rainer Knizia, je le cite moi très souvent comme un des meilleurs stop ou encore de ma collection, notamment dans le genre du stop ou encore à retournement de cartes où il faut éviter les doublons, et sa version extrême, ça garde vraiment l'idée de base en ce qui concerne les explosions, le scoring, le vol de cartes, vraiment tout ce qui fait Hit, mais ça rajoute d'autres cartes et des pouvoirs. Et le gros souci quand tu rajoutes des pouvoirs, c'est que si tes pouvoirs sont nuls, le nouveau jeu il apporte rien à l'original, voire même il est pire. Et Hit Extreme, il tombe en plein dans le piège. Je parle de pouvoirs, mais ouais, c'est des petits pouvoirs, mais disons qu'il y a des cartes spécifiques, il n'y a pas que des pouvoirs à proprement parler. Il y en a 8. Dans tout ça, il y en a 5 que je trouve nuls, et une qui est pas terrible, ce qui fait quand même 6 sur 8. La meilleure de ces nouvelles cartes, pour moi, c'est le 20, qui n'a pas de pouvoir, mais qui est présente juste en 2 exemplaires, ce qui lui donne vraiment de l'identité. Et ce qui donne énormément de points. C'est vraiment une carte qui a de la personnalité, qui a de la valeur, qui va très bien en fait avec une autre carte qui est la carte Elixir, qui va empêcher la personne à qui on la donne de banquer à son tour. Donc si t'as le 20 devant toi et qu'on te donne l'élixir, tu peux pas valider tes 20 points et t'as un peu le seum. Mais sinon, ouais, c'est celle que je trouve un peu quelconque et pas très mémorable. Pas totalement nulle parce que justement elle va bien avec le 20, mais sinon, bon voilà, je la retiens pas particulièrement en dehors de ça. La dernière que je trouve un peu sympa, et encore, hein, c'est le all-in, parce que le all-in, ça fait prendre un risque, mais ça permet, si on survit au risque, de banquer immédiatement. Et c'est beaucoup plus intéressant, à mon sens, que la simple carte banque qui fait scorer une couleur immédiatement. Vous tirez une carte banque, vous dites bah je score telle couleur, telle valeur, donc voilà, et c'est vraiment pas très intéressant. Alors que le all-in, on prend plusieurs cartes, donc on risque. Et par contre, si le risque paye, on marque tous ses points. Les cartes duel, elles sont chiantes à comprendre parce que elles contredisent parfois la règle du doublon. Souvent, en fait, le problème des cartes duel, c'est qu'elles sont pas si compliquées, mais souvent, et quelles que soient les personnes avec qui j'ai essayé, il y a un petit bug au moment de l'explication et puis même au moment de la révélation. Attends, mais c'est la même, du coup, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est des cartes un peu nulles en plus en dehors de ça. Alors que justement, en fait, Hit, c'est un des jeux qui avait la force de s'expliquer en jouant, d'avoir cette immédiateté qui permettait justement de plonger dans ces dynamiques très vite et de comprendre immédiatement ses enjeux. Et les autres cartes, c'est vraiment nul, et surtout, au-delà de leur ennui et du manque de personnalité, en fait, elles cassent aussi le flow du jeu. Hit, c'est un jeu où ça mitraille vraiment, boum boum boum, tu pioches, t'exploses, t'arrêtes, tu voles à autrui. Il se passe tout le temps des trucs et c'est un rythme très soutenu. Là où, en fait, les effets, ça casse le rythme, ça crée de la rupture. Alors pourquoi pas des fois des effets de rupture, c'est bien dans les jeux, mais pas dans celui-là, parce que ce rythme-là, c'est quelque chose qui est très fort dans Hit et qui participe à la qualité du jeu. Ce qui fait qu'à la fin, quand on a joué, la fin de partie a pas du tout la même saveur. Ça a pas du tout les forces de Hit sans avoir gagné en intérêt par ailleurs. Et en plus de ça, au-delà du manque de qualité que je relève, il y a une manœuvre éditoriale que je trouve nulle de la part de Pixie, c'est que avec juste Hit Extreme, on ne peut pas jouer à Hit, parce que les 5 de base ont été retirés. Alors on pourrait jouer autrement, etc., en dégageant des trucs, parce que à la limite, moi ce que j'aurais pu vous dire, c'est que vous avez pas Hit, prenez Hit Extreme, peut-être que vous ça vous parlera les pouvoirs, mais au moins si c'est nul vous pourrez jouer à Hit. Eh ben non, même pas. Donc voilà, vraiment très crade, et jeu que je recommande absolument pas. Prenez le Hit de base et le Hit Extreme, j'espère qu'il va pas marcher parce que c'est vraiment un exemple même de quelque chose que je trouve très mauvais. Je vous ferai bientôt un retour aussi sur Flip 7 qui devrait arriver en français l'année prochaine, et pour faire très court, juste pour la comparaison, parce que c'est vraiment des jeux qui sont dans la même catégorie, mais pour faire la comparaison avec Hit Extreme, Flip 7 a compris justement comment un peu reprendre Hit, qui est pas non plus inédit, je vous parle plus tard d'un jeu qui fait aussi penser à Hit et qui lui précède, mais Flip 7 a compris comment apporter quelques modifications à Hit, notamment au niveau de la mise en scène, mais sans pour autant parasiter le jeu par des pouvoirs complètement nuls. Ça garde le rythme, ça retrouve vraiment l'essence un peu de ce qui fait la qualité de Hit avec d'autres spécificités, et les quelques pouvoirs qui sont dans Flip 7 sont plutôt bien et ne nuisent pas justement au rythme du jeu. Et donc Hit Extreme pour moi, au-delà de manque de qualité du jeu et des problèmes que j'ai relevés en termes de produits, c'est un des trucs que je déteste le plus qui soit sorti en 2024, parce qu'au-delà de ne pas être exceptionnel, il y a un côté où Hit Extreme il s'allie à un jeu qui lui, je trouve, l'était. Sorti en 2011, Martian Dice, c'est vraiment, on est en plein dans la période où il y a Zombie Dice qui cartonnait, qui donnait, et ça donne un peu l'impression, Martian Dice, de vouloir surfer sur le nom, justement en remplaçant les zombies par les martiens, alors même que c'est pas le même éditeur aux commandes du tout. Et moi je l'ai découvert là, donc une quinzaine d'années plus tard, 13 ans plus tard, sur Board Game Arena, alors que Zombie Dice, je vais pas vous mentir, j'ai joué ici et là, mais j'y joue plus du tout, je l'ai mis au placard, je l'ai toujours dans ma ludothèque, mais bon. Mais je me dis, vas-y. Donc en fait, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit
un jeu dans la veine de Zombie Dice, mais l'auteur c'est Scott Helms, alors un auteur que j'aime plutôt dans ce que je connais de lui, pas tout, mais il y a plusieurs choses que j'apprécie, donc je me dis ouais, peut-être voyons ce qu'il a fait avec un peu cette formule. Et ben non, c'est absolument pas intéressant. En 2024 évidemment encore moins qu'en 2011, où peut-être on pouvait être un peu plus tolérant de ce point de vue là, mais je pense qu'il brillait déjà pas par une quelconque originalité. Le système il est pas aussi immédiat d'un jeu un peu bête comme Zombie Dice, où le thème est aussi bête par contre, avec les martiens qui collectent des humains, des vaches, etc. Mais dans Zombie Dice tu te contentes de balancer des dés et de les résoudre, mais je trouve que Martian Dice, sans être très compliqué évidemment, mais les petits éléments que ça apporte, ça amène pas grand chose qui mérite de s'attarder ou de prendre le temps de les considérer, parce qu'au fond, les tours se ressemblent beaucoup avec cette espèce de recherche d'équilibre entre les tanks et les soucoupes, et une fois qu'on arrive à ça, donc c'est vraiment la priorité numéro 1, dans un second temps, va y avoir l'envie de récupérer les créatures qui sont capturées par les aliens, avec si on peut un de chaque type pour récupérer un bonus, mais tout reste évidemment soumis au lancer de dés qui n'a aucune relance possible ou quoi particulière. Si, il y a des relances, mais je veux dire, il n'y a rien qui permet vraiment de maîtriser les résultats des dés. Alors il y a une idée aussi, c'est une course, c'est pas des points, c'est vraiment, enfin si c'est des points, mais c'est une course qui finit quand quelqu'un atteint X points. Mais le jeu il repose tellement sur rien que finalement l'idée un peu de prise de risque, les émotions que va susciter la prise de risque, en tout cas les émotions que le jeu il est censé amener, ça apparaît jamais vraiment quoi, hein. On s'ennuie beaucoup, tu fais des lancers de dés, alors évidemment ça aide pas de le faire sur Board Game Arena, hein, j'en ai conscience, hein, le genre de lancer de dés etc c'est mieux, mais j'ai l'impression qu'on s'ennuie quand même pas mal quand c'est les autres qui jouent, et finalement même quand les scores sont serrés à la fin, il n'y a pas de tension parce que de toute façon il suffit finalement d'un lancer où la personne va faire assez peu de tank, donc où il y aura pas beaucoup à contrer pour avoir un tour complètement fou, mais qui finalement quand t'as un tour spécialement fou, c'est pas particulièrement satisfaisant parce que tu y es pas pour grand chose, c'est juste que t'as pas lancé les trucs qui te font perdre. Donc c'est un jeu de dés à la con, avec un thème un peu rigolo, même si bon, pas très original non plus, mais qui, je sais pas, même à l'époque ça me paraît assez ringard, et ouais, en plus si vous jouez à plus de 3, je l'ai dit, mais je trouve que le temps passé à attendre son tour, ça en fait un jeu vraiment pas recommandable du tout. Encore des dés avec une proposition qui est un peu plus moderne, alors qui est sortie 13 ans plus tard, donc heureusement encore qu'elle est plus moderne, c'est Pina Cola Dice, une preuve, s'il en était besoin, que l'inspiration pour les noms de jeux qui ont des dés a pas vraiment évolué, il y a toujours Dice dans le titre. Par contre en termes de game design, on sent que Yann Dupont il a appris ses leçons et qu'il se dit on est en 2024, donc il y a ça qui marche, on fait évoluer ça, donc on va faire quelque chose qui ressemble à tel truc. On revisite le Yahtzee, c'est vraiment le Yahtzee, 3 lancers avec relance potentielle, où on peut mettre de côté des dés, on peut les relancer, etc. Mais cette fois, on va mettre des objectifs différents à atteindre, qui vont rapporter des points, évidemment, selon leur complexité. Plus ils sont difficiles, plus ils vont rapporter de points. Rien de bien original là-dessus, il y a plein d'autres jeux qui ont fait ça. Et on rajoute à ça, évidemment, puisqu'on est en 2024, une condition de victoire immédiate sous forme d'inspiration du puissance 4, où il faut aligner 4 jetons pour gagner tout de suite, parce que là aussi, les victoires immédiates, c'est la mode depuis quelques années, donc pourquoi pas. Et puis allez, pourquoi pas, pour aller avec tout ça, si t'arrives lors de tours consécutifs à placer tes pions de manière adjacente, ça te fait des points bonus, etc. Donc t'es incité à placer tes pions sur les cartes qui sont adjacentes, sur les tuiles qui sont adjacentes, parce que ça te permet de viser le puissance 4 et puis ça te fait des points bonus, donc double incitation. C'est donc, ouais, vous l'aurez deviné, un petit cocktail dont on connaît en fait déjà les saveurs individuelles, mais leur mélange, sans intérêt vraiment de l'inédit au papy, si on veut, hein, si on continue la métaphore, ça trouve quand même son chemin un peu vers la gorge, et on se dit ah ouais ok bon pourquoi pas, c'est un mélange, je le connais, mais on se dit qu'on a déjà bu ça, mais il y a le petit piquant de la victoire immédiate. Alors certes c'est un jeu un peu facile, mais quand même on y est sensible, en tout cas moi j'y suis sensible, j'aime bien ça. C'est Cyrus qui en parlait dans un hors-série l'été dernier chez Proxy Jeux. Moi c'est une condition de fin de partie, la victoire immédiate, j'aime bien ça parce que en fait ça force un peu à surveiller une espèce d'épée de Damoclès qui peut toujours arriver, et ça force à faire des choix qui sont contre cette épée de Damoclès plutôt que pour notre score, parce que évidemment que je veux cette combinaison pour les points, mais si je fais ça parce que ça rapporte beaucoup de points, je risque de laisser une ouverture à l'adversaire, mais en même temps cette combinaison qu'il lui faut pour gagner avec le puissance 4, elle est quand même pas facile, alors peut-être que je prends le risque de la laisser en espérant qu'il fasse pas les bons résultats à son tour, et cette prise de risque qui intervient régulièrement, ça s'ajoute en fait, évidemment, c'est une prise de risque supplémentaire du coup dans l'interaction, et ça s'ajoute à la prise de risque qui est inhérente au système de relance et de mission, qui est le cœur du jeu, dans laquelle parfois on préfère 2 tu l'auras à 1 tien, quand on est comme moi, où voilà, on choisit toujours le encore plutôt que le stop. Et tout ça c'est des systèmes que j'aime plutôt, en tout cas dans l'idée, notamment à 4 où le jeu est un peu plus long. Forcément le rythme est un peu ronflant, parfois on n'est pas trop attentif pendant le tour des autres, je trouve, on s'ennuie un peu.
mais je préfère quand même à 4, où les discussions et les prises de position c'est beaucoup plus dynamique qu'à 2, qui est une configuration que je trouve très très ennuyeuse. C'est la configuration principale à laquelle j'ai joué cet été avant de jouer à 3 et 4 justement plutôt au courant septembre, et vraiment à 2 je trouvais ça pas bien du tout parce qu'on s'ennuie, alors que à 4 malgré les petits soucis de rythme dont je parlais, la prise de risque dont je parlais, le fait de cette personne risque de faire les 4 de suite et gagner immédiatement, on va repousser ce blocage sur la personne suivante. On va lui dire ouais vas-y faut que tu fasses ça machin, et évidemment on va te dire mais non mais vas-y fais-le toi, et donc il y a cette espèce d'interaction verbale qui se met en place autour de la table que moi j'aime bien un petit peu, qui apparaît pas du tout à 2 évidemment, mais là on fait comprendre à la personne qu'on compte sur elle pour contrer l'adversaire qui risque la victoire immédiate, etc. Mais bon, même si encore une fois à 3 ou 4 je lui trouve des qualités, je trouve qu'il y a des choses qui se rencontrent qui sont pas trop mal, à 2 vraiment non, mais je trouve la proposition d'ensemble quand même beaucoup trop sage. Les missions à faire avec les dés, elles sont très ennuyeuses. Finalement, à la fin, ça reste quand même du jeu à relance sans grand twist sur les relances, c'est vraiment des bêtes relances. Mais finalement, c'est de ça dont dépend pas mal de choses, et du coup ça rend un peu les décisions monotones. Il suffit à peu près d'une demi-partie pour faire le tour de la proposition. Moi j'ai pas vraiment l'envie de revenir après. Il y a cette idée de changement de mise en place, en vrai ça change rien en termes de dynamique de jeu, c'est les mêmes jeux quand même. Et il y a une variante, mais je vous en parle même pas parce que c'est vraiment du lancer de dés qui se superpose à du lancer de dés pour encore plus de chaos, pourquoi pas. Sauf que les éléments que ça amène c'est vraiment pas amusant, et ça apporte pas du tout de folie. Les effets des lancers de dés de la variante sont trop peu inventifs pour ça. Donc comparé à Martian Days dont je parlais juste avant, on est dans une proposition qui est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus moderne, mais en même temps, on est 13 ans plus tard. Et on est quand même en droit, 13 ans plus tard, en 2024, d'attendre un peu plus que ça. Là, la petite curiosité qui, moi, a titillé mes papilles avec le soupçon de victoire immédiate, ça marche les premières gorgées. Voilà, il y a ce côté, ouais, tiens, pourquoi pas et tout, mais en gros, ce cocktail-là, je le recommanderai jamais lors de la prochaine tournée. Shabadabada, que vous trouvez je crois maintenant sous le nom de Shabada, c'est vraiment du jeu de culture générale sur la musique, c'est tout ce qu'il y a de plus bête. Il y a un mot anglais ou français qui est tiré, et l'idée c'est sous forme de patate chaude, de ping-pong, trouver des chansons qui contiennent le mot en question dans son équipe. Et la première équipe qui n'a pas de réponse laisse le point à l'autre. C'est tout, voilà. Dans les dernières versions, il y a quelques variantes que j'ai pas du tout essayé, mais dans l'ensemble, ça va pas plus loin que ça. C'est vraiment du jeu de contenu et d'investissement autour de la table, qui est vraiment très dans la lignée d'autres jeux de l'autrice, qui a quand même fait Tic Tac Boom ou Elixir, donc voilà, des gros succès, sacrée autrice. Alors entre fans de karaoké qui en plus arrivent à faire le lien entre mots et morceaux, puisque il y a cette compétence-là, qui est la principale, c'est faire le lien entre le mot qui est révélé et des morceaux que je connais. Entre fans de karaoké, c'est peut-être super. Moi, je suis absolument nul en blind test, et en réponse de vitesse où l'idée, s'il faut faire appel à une connaissance qui est enfouie dans le cerveau rapidement, je suis absolument nul. Et il faut savoir aussi que je suis pas du tout à l'aise lorsqu'il s'agit de chanter tant que c'est pas devant mes élèves, où ça passe à peu près. Donc je vous laisse imaginer le déplaisir pour moi d'une partie de ce jeu. Et en plus, comme moi j'arrive pas à me lâcher du tout, à chanter les réponses en fait, moi j'ai l'impression de ruiner la partie de tout le monde par mon côté blasé et mon côté mauvais poil, parce qu'en gros moi je vois les trucs, et si par hasard je trouve une chanson et c'est paroles, en fait je les prononce comme je vous parle ici, voilà. Et je fais pas du tout la mélodie, ce qui est un peu l'idée je pense du jeu, c'est de te faire fredonner et chanter et compagnie, moi j'y arrive pas. Et si on peut reprocher au jeu finalement de ne reposer sur presque rien en termes de game design, c'est vraiment juste une collection de mots, il fallait juste l'idée effectivement de dire, bon évidemment il faut créer le contenu, un contenu pertinent, et il fallait l'idée de dire maintenant trouver les paroles. C'est clair que le plaisir que vous allez prendre dans une partie de Shabada, c'est beaucoup une question de capacité et de plaisir personnel à chanter en public, qui va faire d'une partie un moment mémorable ou une souffrance abominable. Moi vous savez de quel côté de la barrière je me trouve, mais pourtant j'adore la musique, et je juge absolument pas les gens qui adorent le karaoké, au contraire j'admire ces personnes. J'essaye moi aussi de travailler sur moi pour avoir moins honte en public, au moins quand je chante, mais c'est quelque chose que j'arrive pas, donc pour moi Shabadabada, grosse souffrance et aucun plaisir, mais je pense qu'effectivement si ça se transforme en grande séance de karaoké, ça peut être très amusant. Celui-là, c'est un jeu japonais, Tokuri Taking, que j'ai récupéré, je crois, chez Golden Meeple, et en fait, c'est parce que c'est un auteur qui a fait d'autres choses, comme par exemple Loop, ou surtout Open, dont je vous avais dit beaucoup de bien, Open, dans une vidéo en 2023, notamment si on joue à 4, à 2 c'est vraiment pas bien, et à 3 c'est pas ouf non plus, mais vraiment, je vous avais dit, la configuration à 4 joueurs aux joueuses, c'était top. Et je vous avoue, c'est surtout cette combinaison de l'auteur et du thème qui m'ont fait passer le pas de l'acquisition, parce que j'avoue que des dinos qui boivent du saké,
ça fait rêver et c'est quelque chose que j'avais pas encore dans ma ludothèque, donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Et c'est dommage parce que finalement, à part ce thème what the fuck, il y a absolument rien à sauver dans le jeu. On a l'espoir d'un petit jeu un peu crasseux, un petit jeu d'enfoiré comme on dit, hein, avec un peu de guessing, un truc très interactif, parce que l'idée c'est qu'on joue des cartes pour boire du saké. On va jouer des cartes avec des valeurs et ça va dire combien de mesures de saké on va boire, mais on peut boire chez n'importe qui. Chaque personne va avoir une bouteille de saké au début remplie devant lui ou elle, et on peut aller boire chez telle ou telle personne, mais on doit boire précisément la valeur de la carte qu'on joue, ou les valeurs, parce que parfois il y a certaines cartes qui ont plusieurs nombres, par exemple je sais pas 2 et 3, donc il faut boire 2 dans une certaine bouteille et 3 dans une autre, donc on doit répartir un peu entre plusieurs tokolés. Les tokolés c'est les bouteilles qui font le titre du jeu, et si on arrive à vider tout pile d'une flasque, c'est-à-dire qu'on l'a fait passer exactement à 0, on n'a pas le droit de dépasser et de descendre en dessous de 0, et ben on gagne cette flasque, et en gros ça fait des points, et à contrario, les flasques qu'on aurait devant nous et qui sont pas vides à la fin de la partie, ça rapporte rien, voire s'il y a trop de saké dedans ça fait perdre des points. Donc l'idée c'est qu'on espère vider des flasques, on espère aussi qu'on vienne vider les nôtres pour pas qu'on les ait devant nous à la fin de la partie. Il y a aussi quelques flasques qui sont du saké frelaté et qui ne rapportent rien, d'où je parlais un peu de guessing, il y a un petit peu ça où en gros on commencerait à boire chez nous pour inciter les autres à venir, alors qu'en fait c'est une bouteille de saké frelaté, mais l'idée c'est que on est obligé de jouer à notre tour, hein. Ça veut dire que s'il n'y a aucune carte qu'on peut jouer pour ces valeurs, on est obligé de poser une carte côté flasque devant nous, on n'a pas le droit du tout de passer. Mais finalement, toutes les dynamiques, tout l'intérêt que pourrait y avoir comme ça, aller chercher chez les autres, etc., il y a tout qui tombe à l'eau parce que on a vraiment une toute petite main, il y a très peu de flexibilité, donc en fait t'es obligé un peu de faire avec ce que t'as, et puis t'as rarement des choix en fait, les choix sont quasiment absents, et puis le peu de choix qui existent, c'est pas des choix intéressants, mais en même temps le jeu il est pas là pour assumer son côté délirant, son côté chaotique, les cartes pouvoir elles sont nulles, les crasses elles ont pas de saveur, les interactions ça provoque aucune émotion à table, alors que voilà on attend ça un petit peu de ce genre de jeu. Le système de score avec ces échanges de points, en gros l'idée c'est que la personne qui gagne le plus de points récupère des points chez les autres, quelque chose comme ça, pourquoi pas, mais ici finalement ça apporte rien, et en plus ça rend un jeu potentiellement infini, hein, on pourrait jouer à l'infini à Tokune Taking, bon courage, et au-delà de rendre le jeu potentiellement infini, même si ça arrive quasiment jamais, hein, on finit toujours par arriver au bout de la partie, c'est aussi un scoring assez compliqué à expliquer, ce qui est assez absurde vu la difficulté du jeu. Moi je rêvais un peu là-dedans dans un jeu de Texat au thème complètement délirant, ou bien au pire, si c'était pas bien, au moins un gros nanar en puissance, et finalement c'est juste un très mauvais jeu qui est aussi frelaté que le saké de certains de ses tokolés. Comme beaucoup de jeux de ces dernières années, où ce mois-ci je parlais de festival par exemple, Umbrella il passe et il sera aussi vite oublié. C'est un peu aussi comme Agueda, dont je vous avais parlé l'année dernière je crois, et forcément en fait je parle de ça parce que le visuel d'Umbrella fait forcément penser à Agueda. C'est plus le plateau de Agueda je crois qui rappelle le visuel de la boîte d'Umbrella, ou enfin l'inverse, bref, il y a ces parapluies qui sont vus de dessus, et comme dans Agueda, on oublie complètement le thème, dans ce qui est juste un jeu d'agencement et d'organisation spatiale, où l'idée c'est qu'on place ses parapluies pour essayer de réaliser des motifs, pour réaliser des objectifs et marquer des points. Il y a quand même cette petite mécanique de prise avec l'idée de, vous savez, c'est un système de poussée, alors pas de taquin parce qu'il n'y a pas d'emplacement vide, mais comme dans un labyrinthe par exemple, on pousse et ça fait pousser toute la ligne, et en gros l'idée c'est qu'on pousse, on prend d'un côté du plateau, donc je prends à droite, je prends à gauche, je prends en haut ou en bas, et je pousse la pièce que j'ai prise de ce côté, si je prends à droite je vais pousser une ligne vers la gauche, si je prends en haut je vais pousser une ligne vers le bas, etc. Vous voyez un peu l'idée. Et du coup, forcément, ça fait sortir un des parapluies de l'autre côté et ça le rend disponible aux adversaires. Donc on fait un petit peu attention à ce qu'on offre, vite fait, hein, pas tant que ça non plus. On essaie aussi de se débarrasser des parapluies qui sont dans notre zone personnelle, donc en bas de notre petit plateau, parce que sinon c'est des points négatifs en fin de partie, donc il faut y faire un petit peu attention. Mais dans l'ensemble, ça reste une expérience assez solitaire. Moi, souvent, j'ai un peu de mal avec ce genre de jeu, parce que finalement, ça prend pas mal de temps, trop longtemps en tout cas à mon goût, pour analyser les possibilités, pour choisir la meilleure des possibilités. Là tout est visible. Après, les choix sont quand même assez restreints et suffisamment orientés par les objectifs pour justement éviter de tomber dans des dynamiques trop abstraites qui en général sont des repoussoirs pour moi. Le système de points par objectif il est très standard, il m'enthousiasme pas des masses, mais au-delà des points rapportés par les objectifs, je retiens plutôt la manière dont la couleur en fait qu'on utilise pour valider les objectifs, ça va permettre un petit scoring supplémentaire. Alors ça reste pas foufou, mais là encore en fait ça facilite les choix au lieu de paralyser, puisque ça va
orienter les couleurs qu'on va valoriser, donc ça va favoriser, on va les favoriser dans la prise, etc. Et en même temps, au fil de la partie, ça va créer des petites contraintes sur les couleurs qu'on va pouvoir utiliser, puisque si on a recouvert toutes les cases de telle zone, et on peut plus utiliser cette couleur, donc forcément on va s'orienter plutôt vers les autres. Et mine de rien, ça donne quand même un certain arc à la partie, une espèce d'entonnoir qui va se fermer de plus en plus quand on approche de la fin, et en sens, Umbrella il est sans doute plus sévère que pas mal de jeux de cette catégorie, qui laissent beaucoup de flexibilité, qui sont très permissifs. Là il y a quand même de moins en moins de... Enfin c'est presque un effet de catch-up aussi, là-dessus c'est plutôt intéressant. Il y a aussi cette histoire d'orientation des objectifs qui me paraît un peu plus artificielle. Alors ok, ce qu'on réalise chez nous du coup ça devrait être fait sur une autre zone de la personne à qui on le passe, puisque les objectifs quand on les a réalisés on les passe à quelqu'un d'autre, mais ça reste assez accessoire en termes de sentiment de jeu, même si cette rotation des objectifs ça va avoir un petit impact, ça va notamment donner en fait un rythme un peu différent à chaque personne, puisque plus on va compléter vite, moins on va avoir d'objectifs et plus les autres vont en avoir, etc. Moi je pense que je préfère quand même la version à 2, où vraiment on va choisir le côté de l'objectif qu'on donne à l'autre, en tout cas de ce point de vue là, du point de vue du choix de l'objectif. Ça offre un tout petit peu plus d'interaction, même si là encore ça reste assez superficiel, tout comme cette histoire de niveaux différents dans les tuiles de scoring. C'est des petites modifications qui changent pas fondamentalement le sentiment de jeu, même si je pense que c'est pas l'objectif de ce truc là, de ces niveaux de difficulté. L'objectif est pas de changer complètement l'expérience de jeu, mais en tout cas de ce point de vue là ça y arrive, puisque c'est à peu près la même chose qu'on ressent. Donc Umbrella, si on va un peu dans la métaphore du parapluie, c'est une petite averse qui est assez vite passée. Vous voyez, on a sorti notre parapluie parce qu'il fallait quand même se protéger, mais en même temps on a vite refermé le parapluie, on a oublié qu'elle était là, parce que c'était vraiment une petite averse, une toute petite averse, pas des petites gouttes, pas la grosse pluie, tu vois, bretonne qui va provoquer des trucs et où vraiment à la fin de la journée on va rentrer, on va dire waouh, je me suis pris une de ces sauces. Non, on n'en est pas là, c'est pas la pluie, la grosse averse marquante, c'est vraiment une petite averse sans conséquence, aussi vite partie qu'elle est arrivée et qu'à la fin de la journée on aura oublié et dont on ne parlera à personne. Et on finit, et comme pas mal de jeux de ce mois, on est dans Vivid Memories face à un petit mix de plein d'éléments qui sont omniprésents dans le jeu de société actuel. On prend des éléments, on les pose sur son plateau personnel, on essaye évidemment d'optimiser ses placements pour faire des connexions. Et évidemment, quand on prend ces petits fragments, il faut respecter des contraintes pour les prendre, un peu à la Splendor, vous voyez, où dans Splendor on doit prendre 3 jetons différents, ou 2 jetons de la même couleur, je crois, si je dis pas de bêtises, ce genre de truc. Là aussi il y a des petites contraintes de ce genre-là. Évidemment, si on les prend, ces petits fragments-là, et la manière dont on les choisit, c'est pour le placement, mais aussi pour valoriser des petites tuiles qui vont rapporter des points en fin de partie. On essaie de réfléchir lors de la prise, donc on prend les petits fragments, on les prend sur des cartes ou des tuiles, enfin je crois que c'est des tuiles, mais peu importe. Et ça fait beaucoup de choses à penser. Et aussi, on essaye à la fois de penser à nous, mais on essaye aussi d'éviter d'ouvrir de trop bons coups aux adversaires. C'est la principale interaction du jeu, le côté essayer d'ouvrir des trop bons coups aux adversaires. Parce que l'idée, c'est que si à son tour on arrive à vider une tuile, on peut, enfin ça donne des avantages, donc on essaye de faire en sorte d'éviter que les autres puissent le faire. Mais pour moi, au-delà du classicisme du jeu, qui fait que de toute façon le jeu m'apporte pas grand-chose de neuf, on est aussi dans Vivid Memories, dans quelque chose qui est beaucoup trop calculatoire à mon goût. Je l'ai dit, rien que pour la prise des fragments, je me prends la tête. Il y a vraiment un séquençage que je trouve super lourd par rapport aux enjeux réels de Vivid Memories, qui vraiment c'est assez anodin, et pourtant il y a cette espèce de truc auquel on doit penser, et plein de petits trucs qui méritent vraiment pas d'être là. Et cet aspect-là, il se cristallise en fait lors des fins de manche. Le côté très calculatoire, parce qu'à la fin des manches on va faire des petits scorings, etc., et en gros on va activer des pouvoirs qui vont permettre de jouer sur les fragments, d'en déplacer, d'en prendre des nouveaux, etc., et on va essayer d'optimiser chaque pouvoir, mais aussi l'ordre dans lequel on les applique, desquels on se sépare. Et pour moi on est vraiment dans une dose de calcul qui dépasse le supportable, en tout cas dans un jeu dont les conséquences des calculs c'est aussi anecdotique et aussi peu satisfaisant. Vraiment ces phases là de fin de manche, c'est affreux pour moi. Et la cerise sur le gâteau qui fait que au-delà de ça, pour moi c'est un jeu quelconque, dynamiquement en termes de proposition de jeu c'est vraiment inutile, mais la cerise sur le gâteau pour moi c'est le manque de cohérence globale de cette proposition, parce que tous les éléments ils sont là individuellement, il y a plein de petits éléments qu'il faut prendre en compte, mais jamais ils se rencontrent vraiment, jamais ils se rencontrent pour donner du sens à nos choix et à notre partie. Et surtout tout ça trouve son apogée par rapport au thème, parce qu'un peu comme un Canva ou un Calico, le thème pour moi il est aux antipodes des sentiments que le jeu il soulève chez moi, parce que l'idée du jeu de Vivid Memories, c'est les souvenirs un peu vibrants. Son idée c'est de rassembler des fragments de souvenirs. C'est une proposition qui paraît plutôt ouvrir au domaine du rêve, à quelque chose d'assez cotonneux, d'assez nostalgique, et pas à ces putains de calculs qui font casser le crâne. Je veux bien reconnaître que parfois on se tritue les méninges à essayer de se rappeler de tel ou tel événement au niveau des souvenirs, mais c'est pas
le terme ni les sentiments qu'évoque en moi l'idée du souvenir. Moi, à la fin, j'ai jamais l'impression dans Vivid Memories d'avoir voyagé dans le temps, vers mon enfance, vers la saveur particulière que ça peut évoquer en termes de souvenirs, et ça prouve une fois de plus que pour évoquer un thème, en fait, évoquer un thème et évoquer ces sentiments qu'évoque le thème, c'est par ce qui se passe dans la partie qu'il faut passer, c'est pas par un habillage qui là c'est Andrew Bosley qui est un peu la mise en avant en termes de communication, c'est illustré par Andrew Bosley, la personne qui illustrait Everdell. Ok, c'est cool, déjà d'une, moi je suis pas un grand fan des visuels de Vivid Memories, mais ça à la limite on s'en fout, et surtout, enfin jamais ça suffit, des visuels un peu enchanteurs ou un peu nostalgiques pour faire ressentir la nostalgie. En tout cas c'est rare que ça suffise, ça passe par des sentiments de jeu, par des dynamiques de jeu, et les sentiments de jeu, Vivid Memories c'est justement l'opposé complet de ce qu'essaie d'évoquer le thème. Voilà pour les déceptions, on a terminé avec les choses que j'ai pas trouvées terribles, que ce soit pour une raison ou pour une autre, pour des sensations de jeu, pour des choses inabouties avec quand même des bonnes idées, mais en tout cas tout ça c'est derrière nous, on va pouvoir passer aux choses que j'ai bien aimées en septembre 2024, je vais y arriver, je vais toujours me mélanger entre 2024 et 2025 dans les prochaines vidéos. Donc on est parti pour les choses que j'ai trouvées, les expériences ludiques que j'ai trouvées réussies. On commence cette partie avec une curiosité qui m'a été proposée par le Pionfesseur, qui l'a vendu un peu sous le pitch. C'est un jeu de l'autrice de Link, qui est Andrea Meyer. Link, c'est un jeu qui est ressorti en 2024 là, et c'est un jeu absolument merveilleux. Alors Adacta, en fait, c'est un jeu qui a pas grand chose à voir, mais c'est quand même un jeu qui mérite votre attention si vous arrivez à lui donner. Déjà, il y a un peu le plaisir de la boîte qui sort des productions stéréotypées actuelles. On a un peu l'impression quand on l'ouvre d'être face à de l'artisanat. C'est un carton entouré par le papier comme ça, un peu glacé, qui sert de titre et de couverture. Titre d'ailleurs qu'on peine à lire si on comprend pas la structure, c'est un peu le côté certains groupes de métal où si on connaît pas le nom du groupe, on n'arrive pas à le deviner. Alors derrière Adacta, il y a un jeu à la thématique qui est assez marqué et que je trouve qu'on ressent vraiment dans les dynamiques de partie. On sent comme ça la dynamique administrative, la hiérarchie, la bureaucratie un peu conne et absurde. Ça rappelle un peu en ça, vous voyez, les 12 travaux d'Astérix, ce genre de choses. On gère des dossiers, on les refile aux autres. C'est des dossiers qui vont transiter entre différents bureaux et à la fin finalement ils seront quand même validés, mais il aura fallu qu'ils passent par plein de petites étapes. Et l'idée c'est qu'on essaye de faire en sorte que nos dossiers soient validés quand ça rapporte le plus de points. Il y a aussi des rythmes quand même très différents en termes de validation, ce qui donne finalement le sentiment de bureau qui s'emmerde un peu et où il n'y a pas grand chose à faire. On se tourne les pouces lors de certains tours alors que il y a d'autres bureaux qui lors des mêmes tours croulent sous les dossiers non traités. Et cette dynamique là, un peu ce rôle, il tourne un peu naturellement au cours de la partie. Et aussi en termes de mise en scène, le jeu il sait retranscrire pas mal son idée et son thème avec des petits trombones qui certes sont un peu chiants à manipuler. Quand on les manipule on a un peu peur qu'ils abîment les cartes, mais ça favorise l'immersion. Il y a aussi ces rotations, puisque les dossiers, j'ai dit, ils doivent passer par tous les bureaux avant d'être validés, et on passe comme ça les dossiers à autrui à la fin de la manche. Des fois on impose aussi à un autre bureau le traitement du dossier. Il y a vraiment comme ça une espèce de relation de domination, notamment aussi par la forme verbale de l'impératif, dire bon bah tu me traites ce dossier, et ça prend plus ou moins forme en fait selon le personnage qu'on choisit d'incarner, de manière assez naturelle. En fait il y a une espèce d'émergence du roleplay qui se met en place. Ça peut être vraiment du bon bah tu me traiteras ce dossier, ou bien du tu pourrais me traiter ce dossier s'il te plaît. Et voilà, en fait il y a une espèce de roleplay qui se met en place alors que c'est vraiment pas un jeu qui semble le porter naturellement. Alors à la fin le jeu il a plein de petits soucis, hein. Il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de redondance, il y a des pouvoirs qui sont pas passionnants, il y a des difficultés de mon côté à lire ce qu'est le mieux à faire et dans quel ordre, parce qu'il y a vraiment tout un séquençage et je crois que les informations sont complètement visibles, donc on peut calculer tout et se dire là il faut que je fasse ci, puis ça, puis ça, puis ça pour faire ça. Mais mine de rien je trouve ça, pourtant encore une fois tout est visible, mais je trouve le séquençage moins désagréable et moins calculatoire par exemple que dans Vivid Memories, mais tout de même, hein, alors moi je suis pas tombé là-dedans, mais le jeu garde cette possibilité de calculer un peu tout, même si évidemment ça va être court-circuité par les choix des autres, hein, que ce soit dans leurs actions, dans l'utilisation des pouvoirs, mais si c'est un jeu qui je trouve ne pousse pas trop à le faire, à ce grand calcul, en tout cas il le permet, et parfois il m'est arrivé de tomber dans ce travers que moi j'aime pas ressentir dans les jeux. Mais au-delà de ce qu'aujourd'hui on pourrait considérer comme des faiblesses, parce que c'est un peu moins calibré, un peu moins scolaire que les sorties actuelles, bah en fait Adacta il possède lui tout ce qui manque au jeu actuel, c'est-à-dire une âme et une identité. Je parlais un peu de monotonie, de redondance, de sentiments où on a tendance à répéter un peu les mêmes choses, à ressentir tout le temps la même chose, mais finalement c'est un peu comme dans un jeu comme Fini de Friedman Freeze dont je vous avais parlé l'année dernière, enfin en 2023, bah
ça représente finalement pas mal l'ennui qui peut exister dans l'univers qui est dépeint par le jeu, cette espèce de vie d'employé de bureau dans la bureaucratie à traiter dossier après dossier chaque jour. Et ça finalement c'est une espèce de cohérence entre le ressenti de jeu et une espèce de diégèse qu'il va proposer. C'est ça qui donne de la personnalité, moi je trouve, à Adacta. Et cette cohérence finalement, au-delà de l'habillage, encore une fois, hein, même s'il y a toute une mise en scène autour de ça, ça passe par le jeu, par ce qui se passe dans la partie. Et tout ça, ça rencontre justement la thématique et l'habillage. Et pour moi, ça me permet de trouver beaucoup plus de sens dans le jeu et de m'immerger de manière bien plus forte que les jeux actuels qui en fait misent beaucoup sur les illustrations, qui sont parfois très jolies, sur le matériel, etc. Mais en même temps, ils savent pas faire grand chose de leur matériel quand il s'agit de jouer. Ils vont mettre des trombones mais ça va rien apporter, alors que là c'est vraiment de la mise en scène. Et finalement tous ces trucs là, ça finit juste de cosmétique, de l'habillage, mais finalement la plupart des jeux actuels c'est des mannequins immobiles et qui ont pas de visage, alors que peut-être que finalement les mannequins Adacta est peut-être un peu moins habillés avec des trucs de luxe, mais au moins il a une âme et on voit son visage et on voit des expressions sur son visage. Album, c'est un peu Profiler avec des photos, parce que de la même manière, on va avoir une photo et on va ranger des caractéristiques qui sont, je trouve, un peu moins précises que dans Profiler. Ça correspond un peu plus à des sentiments, à des évocations d'atmosphère que à des caractéristiques très précises, et donc ces idées-là, ces caractéristiques, c'est quelque chose que va nous transmettre une photo qu'on va prendre au début de la manche, si on est la personne active, puisque c'est un jeu coopératif où il y a une personne active et les autres sont les gens qui vont deviner. Et donc les mots, ces caractéristiques qu'on va classer, je crois de 1 à 5, ça va servir d'indice aux autres, puisque je l'ai dit, on est dans du jeu coopératif, on va placer les caractéristiques sur cette échelle, et l'idée du jeu, une fois que la personne active a placé ses caractéristiques sur cette échelle, c'est que on va éventuellement révéler un nouvel indice, et ensuite on va éliminer une des photos, puisqu'il y a celle qui a pris la personne active et qui a servi à donner les indices, mais elle s'est vue accompagnée de 4 autres photos, je crois que c'est ça, si mes souvenirs sont bons, qu'en tout il y a 5 photos en comptant celle qui a été utilisée. Donc comme dans Profiler, l'idée c'est un entonnoir où on va tenter d'éliminer le plus de photos et si possible laisser en dernier la photo sur laquelle la personne active a réfléchi pour ses indices. Il y a pas mal de bonnes choses à retenir d'Album. Alors déjà, personnellement je suis assez sensible à ce genre de proposition, c'est un genre qui favorise la discussion. Pour moi Profiler ça reste vraiment une référence dans le genre, et je le dis à chaque fois pour ce type de jeu, il y a 2 choix de game design qui sont faits, et dans Album comme dans Profiler comme dans Link City, le choix c'est de discuter avant de choisir plutôt que de discuter après avoir choisi, chacun ou chacune dans son coin, ce qui se fait dans Champion, dans Qui Pourquoi. Pour moi c'est toujours un ordre que je préfère parce que je trouve que les discussions sont plus riches, avec plus d'enjeux puisqu'elles mènent à un choix. Il y a autre chose aussi dans Album qui le rapproche plus de Link City que de Profiler pour le coup, c'est la manière dont il y a un système de points qui lui aussi va poser quelques enjeux et mener à certains choix, et à quelques prises de risques un peu comme dans Link City, de manière différente, mais à la fin, comme dans la plupart de ces jeux, le score on s'en fout, c'est pas très important, mais c'est une dynamique quand même que je constate sur quelques jeux et que j'apprécie, c'est que ce score dont on se fout à la fin, il arrive quand même à créer des enjeux assez nouveaux et très différents de Profiler, qui, mine de rien, ça prend pas beaucoup de place en termes d'analyse, mais ça mène à des sentiments qu'on n'avait pas dans Profiler. Ici, dans Link City, vous savez, c'est ces histoires d'arbres qui vont pouvoir mener au fait de choisir tel ou tel emplacement, et ici, mine de rien, c'est le fait que moins on retourne d'indices et plus on va marquer de points. Les points, je l'ai dit, on s'en fout à la fin, mais il y a quand même, pendant la partie, cette envie d'essayer de marquer le plus de points à chaque manche, et de se dire, on va essayer de trouver la bonne réponse en utilisant le moins d'indices possible. Et l'idée, c'est que, si on retourne pas les indices en début de tour, on va marquer des points bonus. Moins on a d'indices pour arriver le plus loin et plus on marque de points bonus, mais évidemment c'est plus dur d'arriver à la photo finale avec moins d'indices. Et les points, je l'ai dit, on s'en fout, mais ça crée son petit challenge avec, à la clé il y a quand même la satisfaction d'avoir réussi à deviner la bonne photo avec peu d'indices, ou à contrario quand on a raté, on se dit on aurait peut-être dû être moins greedy, moins chercher les points et prendre un autre indice parce que du coup on s'est planté. Donc ça plutôt cool, comme dans Link City, c'est une dynamique que j'aime bien dans les jeux actuels de ce genre là, et qui est une progression par rapport à Profiler, je trouve. Et enfin, le cœur d'Album, je l'ai dit, c'est Profiler avec des photos, c'est les photos, et là aussi c'est très très bien, puisque ça pousse à de l'analyse d'image, ce qui est différent de Profiler, et à ce que dans l'analyse d'image, à ce qu'une photo va principalement faire ressentir, et alors on peut s'attarder sur un peu soit des petits détails, etc., ou sur l'impression générale, et comme dans d'autres jeux d'association d'idées par l'image, il faut essayer d'analyser à la fois soi-même l'image, mais aussi il faut envisager l'analyse des autres, et notamment de la personne active, se demander ce qui va être le plus flagrant, en tant que personne active, écouter les autres sans trop réagir en se disant « Ah oui, ils ont pas tort », et ça, mine de rien, c'est réfléchir aux émotions d'autrui, et c'est toujours aussi fort, ça marche toujours autant, et évidemment derrière, l'éditeur c'est Acting Games, que vous connaissez peut-être, et les photos du coup sont très bien choisies, à la fois d'un point de vue ludique, avec ce que je viens d'évoquer en termes d'analyse, etc., mais aussi d'un point de vue de ce qu'elles racontent socialement et politiquement, c'est
des belles photos. On sent que derrière il y a vraiment des choix éditoriaux qui ont été faits et c'est d'autant plus évident quand on connaît effectivement le travail d'Acting Games, que ce soit en tant que production ludique mais aussi en tant que certaines personnes qui sont derrière, ce qu'elles ont pu faire pour le monde ludique et pour sa démocratisation auprès de populations qui n'y sont pas forcément confrontées régulièrement. Donc finalement album, ouais, c'est pas des émotions totalement nouvelles, hein, mais ça fait très bien le travail. Moi c'est un genre que j'aime bien, il y a quand même des petites spécificités. Il y a quand même un truc que je lui reproche, assez important, au-delà du fait d'être un profiler avec des photos, c'est que contrairement à Profiler, quand on va poser nos indices, on n'a que notre photo. On n'a pas les 4 qui vont l'accompagner qui sont prises au hasard. Alors évidemment, comme dans un Saw Clover ou comme quand on joue à la version avancée d'Inkit, ça crée des moments de surprise où parfois une photo qu'on n'avait pas prévue, ça correspond finalement très bien à nos indices. Et d'ailleurs, la règle conseille à la personne active de prendre les photos et de la regarder en privé et sans les montrer avant aux autres pour justement éviter l'effet de surprise qui donnerait des indices en fait sur c'est pas cette photo, etc. Le truc c'est que dans Profiler, et c'est quelque chose que j'aime bien dans Profiler, on prend en compte le fait qu'on connaisse les autres personnages que celui qu'on doit faire deviner pour évaluer une caractéristique et donc on fait aussi un classement relatif. Ça me paraît plus fin, plus subtil et c'est une dynamique que moi j'aime bien. Alors ça peut évidemment provoquer un peu plus de longueur puisqu'il faut analyser d'autres choses, mais ce que ça apporte tant à la personne active qu'aux personnes qui doivent deviner après, ça me paraît en valoir la chandelle et ça me paraît mériter ce petit temps supplémentaire. Là justement dans Album, le hasard il peut mener à des erreurs qui en fait elles peuvent qu'être acceptées, c'est la faute de personne parce que la personne active avait de toute façon pas ses cartes en main pour faire son choix. Et moi, je pense que il faudrait peut-être qu'il faut une variante que moi j'utiliserais plutôt en possédant dès le début un certain nombre de photos, peut-être pas les 5, mais peut-être 3 sur les 5 et en rajouter une ou deux, un peu à la Saw Clover justement, où on ne fait que rajouter à des éléments qui étaient déjà présents, pour le côté un peu imprévisible, donc garder ce côté surprenant, mais pas au point que le propose Album. Donc la conclusion de tout ça, c'est que même si j'ai des petites réserves, j'ai vraiment passé un super moment en jouant à Album, j'y rejouerai avec grand plaisir, quel que soit mon rôle, les deux rôles sont très cool. Et si vous aimez ce genre-là et les références que j'ai citées, je vous conseille vraiment de l'essayer. Premier jeu qui vise spécifiquement les enfants ce mois-ci, je me suis penché en fait sur Clé Magique parce qu'il a eu une récompense au Kinderspiel des Jahres en 2024, donc voilà, le grand prix pour les enfants. Alors même que ça fait longtemps, Clé Magique qu'il est sur le marché français, en fait il a été nommé cette année parce qu'il est arrivé sur le marché allemand, mais sur le marché français il existe depuis des années, et notamment il y a Cyrus qu'on avait déjà parlé chez Proxy Jeux, et j'aurais dû m'y intéresser plus tôt parce que c'est du stop ou encore et j'aime bien ça, et c'est effectivement très bien, que ce soit avec les enfants ou entre adultes qui sont sensibles comme moi à ce genre-là. Il y a toute une mise en scène, il y a l'utilisation du matériel, tout est là pour charmer les joueurs et les joueuses avec notamment ce coffre sur lequel on teste les fameuses clés, ce qui crée un vrai moment de suspense, qui provoque des émotions fortes qu'on aimerait bien retrouver dans des jeux plutôt destinés aux plus grands, parce que si on a du matériel inutile à foison en général dans nos jeux qui est là pour attirer nos porte-monnaies et pour un peu mettre des étoiles dans les yeux mais servir parfois un peu de cache-misère à des jeux qui n'utilisent pas très bien ce matériel, ici dans Clé Magique le matériel il a du sens dans les sensations de jeu, c'est du matériel qui porte les sensations, qui les provoque, c'est pas juste là pour se faire acheter. Le reste c'est assez classique, c'est du stop ou encore à base de lancer de dés, on va les lancer, les relancer, s'arrêter, continuer, on va avoir envie d'aller plus loin sur le chemin pour gagner plus de gemmes, mais évidemment plus on avance, plus le risque est grand de repartir les mains vides, parce que si on explose avec les dés, avec les 3 dodos, d'une part on n'ouvre pas le coffre, donc on ne prend pas de gemmes, mais surtout, et je trouve que c'est une excellente idée, la personne suivante elle va partir de là où on s'est arrêté. Donc, quand on ne joue pas, on pousse les autres à prendre des risques, mais pas juste pour les faire rater. C'est aussi parce qu'on a quelque chose à y gagner. Alors que si on s'arrête, si on prend pas trop de risques, que la clé soit bonne ou pas, on teste notre petite clé, on prend les gemmes si elles sont bonnes, si la clé n'est pas bonne, on la garde pour autre chose. En tout cas, que la clé soit bonne ou non, la personne suivante repart au début du parcours. Donc elle aura beaucoup plus de risques à prendre, etc. pour arriver plus loin et pour gagner plus de gemmes. Et donc je disais, les clés qui marchent pas, ça permet un peu de flexibilité, ça permet des petites relances, des trucs comme ça, de récupérer des dés. Pour la personne qui l'a récupéré, voilà, petite mécanique de catch-up qui évite la trop grande frustration et qui fait que tout a une utilité. Il y a aussi quelques petits trucs qui se passent sur certaines cases, ou si on fait des lancers vraiment trop malchanceux, des trucs comme ça, et vous avez un jeu qui vraiment pile la bonne durée au niveau du public visé, et puis même, peu importe le public visé, finalement c'est vraiment la bonne durée entre les émotions que ça veut faire ressentir. Moi c'est les bonnes sensations du genre, il y a quand même ici et là quelques petits choix intéressants, il y a vraiment aussi
pour les plus grands une évolution des probabilités au fur et à mesure que les clés disparaissent, puisque à chaque fois je crois il y a 3 ou 4 clés de chaque couleur qui ouvrent quelque chose, et donc on peut se dire ah oui celles-ci elles ont déjà été ouvertes, mais du coup tant sur 5 c'est pas pareil que X sur 5, donc voilà, les probabilités évoluent au fur et à mesure de la partie, bon même si c'est pas forcément là pour les 4 ans, mais en tout cas c'est cool de le voir en tant qu'adulte, ça mène à des nouveaux choix. Donc que vous jouiez avec des enfants ou non, moi je vous le conseille parce que tout simplement, comme souvent de mon côté avec les bons jeux enfants, c'est tout simplement un bon jeu tout court. Dreamscape, j'en avais entendu parler depuis quelques temps, je crois que c'est Cyrus, chez Proxy Jeux toujours, qui m'a parlé plusieurs fois du jeu, et si mes souvenirs sont bons, Cyrus n'était pas entièrement convaincu par le jeu, hein, je crois qu'il trouvait de bonnes idées, mais pas assez. Et alors quand on y joue en 2024, en tout cas dans le deuxième semestre 2024, forcément dans Dreamscape on y voit un aîné de Harmony, hein, qui a fait pas mal parler de lui en 2024, qui est sorti en 2024. Dreamscape on le voit un peu comme un ascendant, parce que comme dans Harmony, l'idée ça va être de récupérer des disques de couleurs pour les mettre sur un plateau personnel. Alors il y a plus de contraintes que dans Harmony des points de vue du placement, il y a vraiment des histoires d'adjacence à respecter et tout ça c'est pour marquer des points en cours de partie, puisque sur ce paysage qu'on va créer, on va déplacer un petit personnage pour réaliser des objectifs qui demande des dispositions précises de certains disques de certaines couleurs, et en ça ressemble pas mal aux cartes animaux d'Harmony, si ce n'est que les cartes qu'on n'aura pas réalisées, les objectifs qu'on n'a pas réalisés, en fin de partie, ça fait perdre des points, et ces cartes-là, au-delà des points qu'ils peuvent rapporter ou faire perdre, ça permet aussi d'activer des petits pouvoirs en cours de partie, donc un peu plus d'utilisation que dans Harmony. La grosse différence entre Dreamscape et Harmony, au-delà de son thème, etc., ça se fait dans la prise. Finalement, Dreamscape est beaucoup moins proche d'un Azul que Harmony, je trouve. Harmony me rappelle vraiment ça, avec son système un peu de marché, etc. Là, dans Dreamscape, il est plutôt question de se déplacer entre des zones nommées, c'est les mondes des rêves, les différents, pour récupérer des fragments, qui sont justement les fameux disques qu'on va placer par la suite. Et pour ça, il y a un bon vieux système de points d'action à l'ancienne. Il y a le plateau personnel, par ailleurs, permet de suivre un peu les actions qu'on a déjà fait si besoin. Bon, ça c'est le côté qu'on avait peut-être pas avec Tikal en 99 et où c'était casse-pied, il fallait prendre un des 10 en plus. Là, non, il y a X actions, je crois que ça doit être 4 ou 5, et on peut les suivre comme ça sur son petit plateau personnel. Même si en général, l'ensemble est assez fluide pour qu'on n'ait pas besoin de ce plateau personnel, on arrive à ne pas oublier où on en était, mais bon, c'est bien que ce soit là. Principalement, ces actions, on va les utiliser pour se déplacer et pour collecter les fameux fragments, avec quand même des petits trucs ici et là pour économiser des points ou des points de déplacement, notamment on peut se déplacer gratuitement selon certaines conditions, et également on va pouvoir aussi activer certains lieux, certaines cartes. Et mine de rien, ça ouvre quand même pas mal de possibilités, et parfois ça pousse le curseur peut-être un peu trop vers de l'analyse et du séquençage que moi j'aime pas trop, surtout qu'en fait c'est là que se passe l'interaction aussi dans ces phases de prise, parce qu'on va envisager ce qu'on va libérer pour les autres, en prenant tel fragment ça va libérer tel fragment, ou au contraire comment est-ce que je peux te priver de faire tel ou tel objectif en prenant tel fragment dont toi tu avais besoin, le tout avec quand même du coup une emphase assez forte sur l'ordre du tour, l'ordre d'initiative, qui du coup va constituer un enjeu supplémentaire sur le lieu où on va finir notre action, puisque en gros, je crois que plus on finit sur un nombre petit et plus on jouera tôt au tour suivant, un truc dans ce genre-là. Et c'est vraiment dans cette phase-là, beaucoup plus que dans celle de placement, qu'on va jouer contre les autres, ce qui là aussi le démarque quand même assez clairement d'Harmony, où le sentiment de jouer contre autrui est beaucoup moins fort, on est beaucoup plus dans une proposition solitaire de Harmony, quand bien même, si peut-être vite fait dans la prise de certains animaux, mais ça reste très léger, dans la prise aussi de certains disques, mais là aussi c'est beaucoup moins présent en tout cas je trouve que dans Dreamscape, où dans Dreamscape il y a vraiment ce plateau central où on a l'impression d'interagir. Et finalement Dreamscape, alors il est beaucoup moins élégant, il est beaucoup moins immédiat que Harmony, mais c'est un jeu qui m'a plus plu que justement que Harmony, parce que la phase de placement individuel, le moment où on place les fragments sur son plateau, ça garde le côté très très brain, très puzzle, comme dans le jeu de Johan Benvenuto, et heureusement d'ailleurs que la phase de placement elle est simultanée, parce que sinon je pense que j'emmerderais mes camarades et ça m'énerverait, etc. Mais donc je disais, si cette partie là, c'est pas ce que je préfère du tout, c'est quelque chose qui m'ennuie un peu, j'aime pas trop ça, moi c'est vraiment la manière dont les différents éléments de jeu se rencontrent et donnent de l'importance en fait au choix de la phase de prise, qui pour moi vont faire la différence avec Harmony. Je rajoute aussi le thème quand même, Dreamscape, ça peut paraître complètement plaqué, mais je trouve que ça se marie plutôt bien à ce qui se passe en jeu, beaucoup plus, je parlais de Vivid Memory qui manquait cruellement de cohérence, je trouve que dans Dreamscape on l'a cette cohérence, parce que dans Harmony, alors je fais beaucoup la comparaison, désolé, mais dans Harmony il y a cette scénographie des paysages qui se construisent, qu'on terraforme un peu sur notre plateau, et je trouve honnêtement que dans Harmony ça fonctionne pas mal, j'arrive à m'imaginer le paysage que je crée, etc. Et si je trouve que le fait que ce qu'on place sur notre plateau ça peut se déplacer selon certains événements et tout ça,
on va pouvoir reconfigurer un peu des éléments, bah, c'est quelque chose qui se prête très bien à l'idée du rêve, qui est une phase vraiment où il y a parfois des absurdités, des choses aussi étonnantes qu'un monde qui est en constant mouvement, et ben ça peut exister dans les rêves. Et alors évidemment, hein, ce côté plateau possiblement reconfigurable, ça rajoute un peu à la complexité calculatoire du jeu, mais ça parvient aussi à me faire ressentir une certaine immersion, à donner un peu du sens à mes actions, au point en fait que ça arrive à me procurer une certaine visualisation et ça stimule mon imagination, et c'est assez fort je trouve de ce point de vue-là. Les émotions que ça arrive à me procurer, elles sont assez fortes, et je ressens parfois une espèce de vertige comme ça sur comment est-ce que l'auteur en fait, qui est aussi l'illustrateur, donc il y a vraiment tout un univers de la part de l'auteur, bah, je trouve ça assez vertigineux la manière dont il est arrivé à transmettre quelque chose d'aussi difficile que le rêve dans un jeu de ce type. Fairy Ring, c'est une des bonnes surprises de l'année pour moi. Alors en amont il y avait un peu d'enthousiasme côté anglophone, notamment chez Thinker Simmer, je crois qu'il avait pas mal aimé. Côté francophone un peu moins, notamment j'avais écouté le retour de Sébastien du Passe-Temps, et alors je comprenais en l'écoutant, et je comprends d'ailleurs toujours ses réserves, mais je vous avoue que moi le cœur de jeu et l'interaction que propose Fairy Ring, ça m'avait suffisamment intrigué pour l'acquérir. Parce que de loin, ce déplacement, ce côté parcours, cette activation des cartes posées devant les autres, bah ça me rappelait pas grand chose, si ce n'est Pax Penning, un jeu qui en dehors de cette idée de déplacement qui est assez, pas anecdotique, mais un des éléments de Pax Penning, disons, c'est pas l'élément principal, c'est un jeu qui a rien à voir, mais en voyant Fairy Ring, je me suis dit, oh, on dirait Pax Penning, alors auquel j'ai toujours pas joué, mais où j'ai regardé des parties, etc. Et donc ça me rendait curieux. Parce que, ouais, pour revenir sur les réserves, il y a pas mal de choses à redire sur Fairy Ring, éventuellement l'édition, qu'on peut trouver un peu abusive du point de vue du luxe, etc., avec ces petites fées comme ça et compagnie. Ça, éventuellement, on peut aussi redire à la redondance des situations et des parties. Je trouve que d'ailleurs, il y a une variante avec des objectifs, et ça suffit pas à atténuer ce sentiment-là. Mais surtout, je retiens aussi, et c'était une des réserves que soulevait Sébastien, il y a ce système de score et les manipulations un peu absurdes que va entraîner le système. En gros, on va gagner des points tout au long de la partie selon X ou X manière. Mais en fait, chaque point qu'on va gagner, c'est un 20e de point, parce que dès qu'on atteint 20 points, on gagne alors un vrai point, qui est cette fois indiqué, alors ça doit avoir un nom, ces trucs, c'est des petites bidules à molette, comme il y a aussi dans King of Tokyo ou quoi, et donc on fait tourner pour gagner des points, comme dans Unmatched aussi. Ça entraîne en fait plein de petits échanges avec la banque, soit quand on fait de la monnaie avant d'avoir atteint les 20, soit quand on rend nos 20 points et qu'on se rajoute un point, et alors ça va, c'est pas la mort, mais c'est toujours quelque chose qui m'agace un peu en termes de rythme de jeu et de manipulation. C'était le cas dans Valbara à l'époque, parce que ça finit pour moi par représenter une part trop importante du temps de jeu et du temps de notre activité. En tout cas à mon goût, et surtout les petits bidules là qui permettent de compter les points, les vrais points, là, les bidules à molette comme je les appelle, bah en fait on nous demande de les garder cachés, donc si vous voulez pas inclure de mémoire dans un jeu où vraiment c'est pas un jeu de mémoire, hein, bah vous pouvez éliminer cette règle, hein, vous pouvez les laisser face visible et qu'on se rappelle du score de chacun ou chacune. Même si moi je vous avoue quand même que dans 2 parties c'est arrivé, bah le fait que ce soit caché et que je me rappelle, parce que j'ai très mauvaise mémoire, je savais plus si la personne avait 5, 6, 7 points, bah ça a entraîné des vrais choix sur à qui je devais plutôt donner mes points selon la différence de score entre le leur et le mien. Donc il y avait quand même ce petit truc là. Bon, en vrai moi je trouve que c'est assez inutile hein, de le jouer face cachée, parce que encore une fois si les gens arrivent à se rappeler, ça crée de l'inégalité un peu absurde. Également il y a aussi de ce point de vue-là, du point de vue du score, cette idée de 20e de points là, des petits jetons qui font des 20e de points, ça donne à la fin de la partie un côté un peu déceptif au score, parce que toute la partie on récolte plein de jetons, par dizaines et tout ça pour qu'à la fin le score c'est 7, 6, 6 et 6. Mais entre les 6, les égalités elles sont départagées par ces jetons, parce qu'on n'avait pas atteint les 20, donc on voit qu'il y a le plus de jetons parmi les différentes personnes qu'on 6. Personnellement, moi ce que je préfère faire en fin de partie, je multiplie les scores par 20. Enfin, je multiplie le truc à molette en tout cas par 20 et puis je rajoute les jetons et ça fait des 180, des 140, etc. Ça donne des scores qui je trouve sont beaucoup plus spectaculaires et des écarts entre les scores qui ont beaucoup plus de sens. Maintenant que j'ai dit un peu ce qui me dérangeait, ce qu'on pouvait retrouver à redire dans Fairy Ring, c'est ce qui est quand même assez important à mon sens, ça aurait mérité je pense d'autres choix d'édition, de finition, mais ça arrive quand même pas à me gâcher le plaisir de la partie et que je prends dans Fairy Ring. Alors il y a un système de draft qui est très classique, assez accessoire, on s'en fout, hein, c'est juste un système pour se passer les cartes. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est, d'ailleurs dans le système de draft, je vous avoue que je fais pas très attention à ce que je laisse à mes adversaires, hein, sauf si rien ne m'intéresse du tout dans ma main, ce qui est quand même assez rare, mais sinon l'interaction se situe pas tellement ici. Mais ce qu'il y a à retenir, au-delà du draft, hein, dont on se fiche un peu, c'est vraiment cette espèce de jeu de parcours où on va se promener devant les différentes zones des personnes à table. Parfois ça va être devant nous, parfois ça va être chez les autres, hein, beaucoup plus souvent. La proportion du les autres ou nous, ça dépend évidemment du nombre de joueurs ou joueuses à table et de la taille de la zone de chaque personne.
À 2, vous allez plus souvent être chez vous que à 4, forcément. Et cette histoire, ça va mener à beaucoup d'interactions dans Fairy Ring, puisqu'on va à chaque fois activer notre lieu d'arrivée. On va se déplacer, on va arriver à un endroit et poum, on l'active. Que ce soit chez nous ou chez les autres. Surtout, ce sont des interactions plutôt positives, en tout cas positives pour l'autre, puisque ça va résulter en des points qu'on va offrir à la personne chez qui on atterrit. Au point que Fairy Ring, ça fait partie de ces quelques jeux, et qui sont pas si nombreux je trouve, où très souvent on dit merci, merci, avec un petit sourire en coin, parce qu'en fait, on sait que ça emmerde l'autre, puisqu'on reste son adversaire et que cette personne vient de nous donner des points. Mais c'est un jeu où on se remercie. Et là où le jeu se démarque et crée des vraies prises de décision, c'est que même si on avantage l'autre, on essaie de l'avantager le moins possible. Mais surtout, on essaye, si on doit l'avantager, d'en tirer un profit, puisque on essaye d'atterrir sur un champignon qu'on a aussi chez nous, ce qui nous permet de l'activer également. Donc je vais effectivement te donner des points, mais je vais pouvoir activer mon champignon, et tout est question de proportion, de combien je te donne pour combien je gagne, de à qui je préfère donner en fonction du score de chaque personne, puisque si je gagne un petit peu moins, mais que je donne plutôt à telle personne qui est plutôt derrière moi, à la fin ça peut être plus intéressant qu'une autre option. Il y a toute une question de combien je donne et combien je gagne, des questions de profit et enfin c'est un peu comme si on calculait les recettes et les dépenses. C'est assez cool de ce point de vue-là, et j'aime bien les choix auxquels ça mène. Et de ce point de vue, Fairy Ring, ça propose des expériences vraiment différentes selon la place dans l'ordre du tour, et donc forcément selon le nombre de joueurs ou joueuses. Si on est premier ou première à jouer, il y a une connaissance parfaite de ce qu'il y a à la table, et donc on choisit une carte qui va nous dire de combien de cases, donc de cartes, on va se déplacer, et donc on sait très précisément où ça va nous emmener, on sait exactement ce qui va se passer à ce tour-ci si on est premier ou première à jouer. On sait les conséquences que va entraîner le déplacement, on sait chez qui on va atterrir, on sait quel champignon on va activer, on sait si ça va en activer chez nous, etc. Si on est plutôt 3ème ou 4ème, en fait plus on est loin dans l'ordre du tour, et plus les autres personnes auront rajouté des cartes, alors soit en hauteur, donc ça modifie pas le déplacement, soit sur la gauche, soit sur la droite, etc. Plein de trucs qui peuvent un peu modifier le parcours avant qu'on joue, et du coup, on a beaucoup moins de contrôle là-dessus, ça peut être frustrant, mais on fait des hypothèses, on évolue dans une plus grande sphère d'incertitude, en tout cas, on se dit, bon, je devrais arriver à peu près par là, plus ou moins ça. Et au cours de la partie, évidemment, le rôle de premier joueur ou de première joueuse, il va tourner à chaque tour, et donc, tout au long de la partie, on va se rapprocher plus ou moins du contrôle complet ou d'un chaos plus fort, et moi je trouve que cet équilibre, il est très bien dosé, je trouve ça très cool d'être vraiment dans deux extrêmes, et puis dans tout ce qu'il y a entre les extrêmes, avec juste ce qu'il faut comme frustration quand on est loin dans l'ordre du tour, avec juste ce qu'il faut de contrôle parfait, mais pas toute la partie, donc c'est pas entièrement abstrait. Moi je trouve vraiment que l'équilibre là-dessus, il est nickel. Et alors bon, les manières de scorer des champignons, c'est pas forcément très original, mais en tout cas, ce que je trouve bien aussi en termes de arc de partie, c'est que chaque champignon, sur l'ensemble de la partie, il offre une belle progression, et quel que soit l'axe sur lequel on cherche à s'orienter, si on fait des champignons assez hauts, ça peut vraiment rapporter beaucoup lors des derniers tours, et c'est assez satisfaisant cette sensation de crescendo, et de tout de suite, poum, augmenter la molette d'un parce qu'on a gagné plus de 20 points, c'est vraiment assez chouette. Il y a cette limite de 4 cartes par champignon en hauteur qui permet d'éviter aussi des stratégies complètement claquées, et surtout aussi cette limite de 4 cartes, ça force un peu à étendre son espace de jeu, et à se rendre compte de quelque chose qui est pas forcément si évident lors de la première partie, c'est que plus notre zone de jeu est grande, et plus on risque de s'y arrêter nous, et plus les autres risquent de s'y arrêter. Alors peut-être que ça fera moins de points sur un gros coup, mais le truc c'est que pour marquer énormément de points sur un champignon, il faut que la personne s'arrête dessus, et en général ils vont éviter parce qu'ils savent que ça nous rapporte beaucoup. Alors que si on est dans notre zone de jeu, on va marquer moins de points sur un coup, par contre, ce sera peut-être un peu lissé sur l'ensemble de la partie, et par la fréquence à laquelle les autres vont tomber sur notre zone, justement parce qu'elle est plus grande. Comme je le disais au début, c'est pas un jeu incontournable, Fairy Ring, c'est pas un jeu qui va me marquer encore dans 10 ans ou quoi, mais c'est quand même, je trouve, une des belles surprises de l'année, qui a une promesse un peu originale dans la catégorie du jeu de parcours. Il y a cette manière de créer un jeu autour de cette promesse que je trouve plutôt réussie dans ses différents aspects, au-delà des histoires de score un peu absurdes que je citais au début. C'est un jeu qui m'a l'air d'avoir été un peu clivant, ou en tout cas, il y a eu pas mal de retours réservés, ou disons moins de retours que pour d'autres jeux que je trouve moins bons. Moi, si vous avez l'occasion, je vous le conseille quand même, je vous conseille de mettre la main dessus. J'aime bien à 2 aussi, même si je préfère à 3, je pense que 3 c'est vraiment le sweet spot. 4, si vous aimez pas la frustration et le côté trop hypothétique du 4ème ou de la 4ème, passez, mais je trouve que 3 c'est vraiment le bon équilibre, même si moi j'aime bien aussi à 4, donc moi vraiment toutes les configs me conviennent. Donc si vous avez l'occasion, au moins pour l'essayer, pas forcément pour l'acquérir, puisque voilà, mais je pense qu'il mérite beaucoup plus de louanges que d'autres jeux qui ont pourtant été bien mieux accueillis en 2024.
Le seul jeu de pli du mois, il est là, c'est Hot Dog, un jeu de Sean Ross, un auteur dont j'ai déjà parlé dans ses vidéos. Je le trouve assez intéressant en général, notamment dans les jeux à 2, où il a aussi fait parfois des variantes à 2 de jeux qui existent à plus. Par exemple, c'est lui qui a créé la très très chouette version à 2 de Yokai Septet. Là encore, Hot Dog, c'est un jeu à 2 uniquement, avec un thème autour de la nourriture, ce qui là aussi semble être une marotte de l'auteur, parce qu'il a fait Haggis, il a fait Bacon, il a fait Greasy Spoon, il a l'air de bien aimer faire des jeux autour de ce thème-là. Comme dans d'autres jeux, par exemple dans son Yokai Septet A2 ou dans Vidrasso, très bon jeu aussi, il met en place une espèce de main ouverte, enfin une main en partie ouverte en tout cas, on a 7 cartes en main qui sont pas montrées à l'autre, mais il y en a 5 qui sont montrées à l'autre, avec une mécanique de Strawman, d'homme de paille. C'est comme ça que je vais le traduire, je sais pas si ça a un autre nom. L'idée c'est que ça consiste en des cartes face cachées recouvertes de cartes face visibles, et en gros on retourne les cartes face cachées quand celle qui était au-dessus face visible a été jouée. C'est aussi quelque chose qu'on peut trouver par exemple dans Awimbawe. Je trouve toujours ce système très efficace dans un jeu de pli à 2, ça permet des dynamiques intéressantes, ça permet un peu d'aléatoire, ça permet d'avoir en début de partie des coupes qui finalement par la suite n'en sont plus parce qu'on a révélé une carte d'une couleur qu'on n'avait pas avant. Ça permet aussi une gestion en termes de timing, de tempo. Rien de bien nouveau hein, parce que c'est vraiment des sentiments qu'on connaît parce qu'il a déjà utilisé ça dans plein de jeux, mais en tout cas je suis toujours aussi fan de système. Là où Hot Dog se démarque, c'est pas forcément non plus dans sa structure de jeu, hein, parce qu'on est vraiment dans un must-follow, un suivi obligatoire classique, mais ça va être dans la manière dont chaque manche va se dérouler et être le fruit d'une mise de départ, une espèce de truc d'enchère, de pari, de mise, parce que à chaque manche, la personne qui est premier joueur ou première joueuse va d'abord proposer une structure de jeu et une couleur d'atout. Évidemment la place de premier ou première change à chaque manche, et donc la structure de jeu ça va être soit ketchup, avec donc les cartes vont de 1 à 9, et donc là ce sera le 9 qui sera le plus fort dans une couleur donnée, donc ça c'est ketchup. Il peut aussi proposer moutarde, où du coup c'est les petites valeurs qui vont être les plus fortes, donc de 1 à 9 ça va être 1 le plus fort et 9 le plus faible, sachant que l'atout à chaque fois est plus fort, mais respecte la même hiérarchie que pour les autres couleurs, hein. C'est-à-dire que si on est dans ketchup, le 9 d'atout sera plus fort que le 1 d'atout, si on est dans moutarde, le 1 d'atout sera plus fort que le 9 d'atout, mais l'atout sera toujours plus fort que la couleur de base. Et enfin, il y a une autre structure, et c'est un peu celle que je préfère parce que c'est sûrement la plus originale, ça s'appelle The Works. Je saurais pas vous traduire comment ça se dirait en français. Et en gros l'idée c'est qu'on alterne entre ketchup et moutarde à chaque pli. Donc le premier pli, la personne qui a misé dit soit ketchup soit moutarde, et ensuite on va inverser à chaque pli et jusqu'à la fin de la main. C'est assez rigolo, ça permet des mains un peu différentes, ça permet aux mains qui sont un peu polyvalentes, vous voyez les mains moyennes, des dynamiques assez intéressantes, et ça évite aussi tout ça et le fait de choisir des mains un peu trop faibles, hein, selon la main qu'on a, on va pouvoir choisir tel ou tel axe. Mais on va pas s'arrêter là, hein. En cas de moutarde ou de ketchup, que la première personne aurait choisi, admettons je suis premier joueur et je dis ketchup à tout vert, ou à tout cœur, hein, si on joue avec un jeu de cartes classique, on peut toujours surenchérir avec justement The Works, qui est un peu la mise la plus haute, voire il y a une autre variante aussi qui s'appelle Footlong, alors c'est je sais pas, géant ou un truc comme ça. En tout cas c'est une variante qui permet une surenchère même sur The Works, ou avec un peu plus de risque. En fait on peut surenchérir avec ketchup, moutarde ou The Works, mais en version géante, et ça il y a un peu plus de risque en termes de points et de plis à gagner, mais il y a un peu ce côté là où on peut enchérir, surenchérir, et l'initiative revient à quelqu'un, mais ça ne met pas fin entre guillemets à la phase de mise. Et donc après cette phase là, qui je l'ai dit ça détermine le rang des cartes, l'atout, en fait l'adversaire qui a pas fait ce choix peut déterminer une valeur particulière, un rang spécial, et c'est par exemple admettons le 3, et le 3 sera une carte qui toujours sera plus forte que l'atout, ce sera les cartes la plus forte du jeu, les 3 de chacune des couleurs. C'est un peu comme si les 3 prenaient une autre couleur, un super atout, chose qu'il a aussi déjà exploré Sean Ross par ailleurs, et c'est évidemment pour éviter d'uniquement subir les choix qui ont été faits par la personne en face, et pour essayer de s'en sortir en utilisant au mieux sa main, même si là encore en fait il y a quelque chose d'intéressant, c'est j'ai dit les cartes face cachée, le système de Strawman, peut-être que c'est des bonnes cartes pour la manche par rapport au choix qu'a fait l'adversaire, mais sauf qu'on les sait pas encore, mais tout ça fait que il y a plusieurs choix qui sont laissés à chaque personne. Et tout ça, ça se marie très bien en fait avec le système de score. En gros, la personne qui va avoir déterminé la structure du jeu, que ce soit ketchup, moutarde, The Works, et l'atout, cette personne doit réussir un certain nombre de plis au minimum. En tout, il y aura 17 plis, et il faut avoir la majorité, donc au moins 9, pour gagner un point. Sachant que la manche se joue classiquement en 5 points. Enfin, la partie. Ou la manche, si vous jouez en plusieurs manches. Mais en tout cas, une partie se joue en 5 points normalement. Et donc, pour gagner au moins un point, il faut faire au moins 9 plis sur les 17, si c'est moi qui ai choisi la structure du jeu. Si j'arrive à faire 12 plis ou plus, je gagnerai cette fois 2 points. Si j'arrive à faire 15 plis ou plus, ce qui est vraiment beaucoup, c'est victoire immédiate de la partie, c'est quelque chose qui est assez rare. Hein. Mais voilà, évidemment, comme c'est moi qui ai décidé ça, si je n'arrive pas à remplir mon objectif, alors même que j'ai déterminé quand même l'atout et la structure de jeu, l'adversaire gagne
plus de points que ce que moi j'aurais gagné. Si c'est l'adversaire qui a de 9 à 11 plis et que c'est moi qui ai misé, qui ai choisi la structure, bah cette personne va gagner 2 points. Admettons que j'ai choisi ketchup, etc. et l'adversaire a à faire 12 plis ou plus, et bah c'est victoire immédiate également. Donc voilà. Et je parlais de la variante footlong là qui permet de surenchérir. Bah ça complique encore les choses parce que évidemment c'est aussi plus récompensé, parce que si je pars sur du footlong, donc que ce soit moutarde, ketchup ou The Works, cette fois il faut absolument que je gagne au moins 12 plis, et je gagnerai cette fois 3 points au lieu de 2, donc c'est là la petite récompense supplémentaire. Mais par contre si j'en ai moins de 12, l'adversaire gagne immédiatement aussi. Donc il y a plein de petits éléments comme ça au niveau du score qui font qu'on prend des risques, on analyse sa main, on regarde, etc. Et c'est vraiment assez réussi, et ça rencontre assez bien justement cette phase de mise, à quel point on prend des risques pour gagner tant ou tant. Ça rencontre aussi bien justement l'équilibrage du combien de choix fait la personne qui fait la mise face à combien de choix fait la personne qui l'a subi. Et mine de rien, malgré le contrôle que possède la personne qui va choisir justement la structure du jeu et l'atout et l'avantage que va conférer le choix, il y a quand même des fois des retournements de situation justement qui sont permis par tout ce que je disais. Que ce soit les cartes face cachée ou le fait que ce soit l'adversaire qui choisisse la valeur spéciale, l'espèce de super atout. Et c'est vraiment le mariage de ce scoring sous forme d'objectif et l'espèce d'enchère de mise sur la structure du jeu qui va donner tout son charme et son identité à Hot Dog, parce que sinon c'est des sensations plus familières. Quand on a déjà joué à un jeu de Sean Ross, on est vraiment dans quelque chose qu'on connaît. Alors Hot Dog c'est sans doute pas le jeu que je préfère de Sean Ross, je sais pas si c'est le système de mise ou quoi ou qu'est-ce, en tout cas je ressens pas autant l'envie d'y revenir qu'à d'autres jeux de l'auteur, notamment de revenir à répétition, c'est quelque chose que je fais beaucoup en général avec les jeux de pli, j'aime bien y jouer pas mal de fois, surtout que là j'en reparlerai mais c'est disponible en ligne donc je peux les enchaîner. Mais à chaque fois que j'y joue par contre, je me dis ah oui c'est vrai que c'est bien et qu'il y a plein de bonnes idées dedans et The Works c'est rigolo et le système de score est plutôt bien pensé, qui vraiment confère une certaine personnalité au jeu. Et donc je disais même si c'est en ligne, j'y ai pas tant joué que ça, enfin j'en ai fait quand même quelques dizaines de parties, mais beaucoup moins que par exemple d'autres jeux de l'auteur ou d'autres jeux disponibles sur l'appli. Parce que, alors vous pouvez y jouer avec un deck classique, parce que c'est vraiment des cartes qui vont de 1 à 9 en 4 couleurs, ou bien il est disponible sur Trickster Stable contre une IA. C'est une application dont j'ai déjà parlé ici, c'est l'application que j'utilise là, que je vous mets en fond, et le jeu il est arrivé dessus en fin d'été dernier je crois, donc voilà, assez facile de l'essayer. Ah, Nanatori Dori, c'est un jeu qui d'abord s'appelait Hachi Train, sorti en 2021, moi j'en avais entendu beaucoup de bien chez Jonathan Cox de Getting Games, il vient de changer d'identité de nom, avant c'était John Gets Games, mais maintenant c'est Getting Games, il va falloir s'y faire. Puis est sorti quelques temps plus tard chez Arclight je crois, donc Nanatori Dori, que Jonathan justement il aimait un peu moins, mais qui était plus simple à se procurer qu'Hachi Train, qui est à peu près introuvable. C'est un jeu qui est plus souple que Hachi Train, qui est absolument charmant en termes de visuel, même si pour le coup la cohérence entre thématique et dynamique, que soulevait pourtant bien Jonathan dans Hachi Train, ça a un peu disparu au passage. Il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans la dynamique de jeu et le thème du train, de la locomotive et tout, de l'accélération petit à petit, de la montée en puissance avec un train qui s'accélère, qu'on oublie complètement du coup dans Nanatori Dori. Et depuis il y a eu aussi d'autres retours des camarades de Proxy Jeux, c'est un jeu aussi qui est arrivé sur Board Game Arena, donc Nanatori Dori, et j'ai pu moi le récupérer aussi physiquement pour y jouer. Principalement on est dans un descendant de Caro Combo et de Scout, deux jeux que je trouve très très bons, que je possède depuis des années et que j'adore toujours. Disons que c'est une descendance un peu plus accessible, peut-être un public plus jeune aussi, mais c'est pas sa seule spécificité. Vous le devinez, ce qui en fait un descendant, ce qui rapproche Caro Combo et Scout au-delà d'être des jeux de défausse, c'est que défausse escalade, mais surtout un jeu où on bouge pas les cartes qu'on reçoit en début de manche, elles sont fixes, et on doit jouer des cartes, si on en joue plusieurs, elles doivent être adjacentes. Je reviens pas sur le système d'escalade qui est très classique, juste il n'y a pas de suite, c'est juste des paires, des brelans, ce genre de choses, enfin des cartes de même valeur, et pour monter sur la combinaison précédente, faut soit le même nombre de cartes avec des valeurs plus hautes, donc si t'as joué 3-3, je peux jouer 3-7 par exemple, ou plus de cartes qui doivent être toutes de la même valeur, mais qui peuvent être une valeur dont on se fiche, pas forcément plus haute que la combinaison précédente. Par exemple, j'ai joué 3-3, pour monter dessus, on peut jouer 4-1. Mais la spécificité, qui change un petit peu de tout ça, c'est que on peut récupérer les cartes qui étaient dans la combinaison qu'on vient de battre. Donc tu viens de battre mes 3-3, tu peux prendre mes 3-3 pour les mettre dans ta main, mais on n'y est pas obligé. Et si je les prends, je peux évidemment les mettre où je veux dans ma main. Et si je passe, alors il y a des cartes qui sont pas distribuées, qui forment une pioche, et on prend une carte dans cette pioche, et là aussi on la regarde, et puis on peut l'ajouter à sa main ou la défausser, ce qui je crois, c'est ça la grosse différence je crois de règle avec Hachi Train, qui parfois imposait de prendre ses cartes, alors que là justement on a le choix de toujours la défausser, et c'est là que je parlais vraiment de souplesse, parce que si c'est des
cartes qui nous permettent de renforcer notre main et d'envisager des combinaisons très fortes qui vont nous permettre d'aller vers la victoire, bah évidemment on va les prendre, mais au contraire si c'est un truc un peu nul qui va être plutôt parasite, bah on peut la dégager et la mettre dans la défausse, on n'en pâtit pas. Alors évidemment on retrouve le plaisir que j'ai dans ces jeux à main fixe, hein, le côté qu'est-ce que je peux faire comme combinaison, de quoi je me sépare dans ma main pour essayer de rapprocher telle et telle carte pour faire des combinaisons encore meilleures, et aussi essayer, comme dans Caro Combo, hein, pour le coup, de ne pas être la dernière personne à avoir des cartes en main, donc il y a cette dynamique de élimination plutôt, puisque c'est la personne à qui il reste des cartes en main en dernier qui va perdre un point de vie sur X, je sais plus, je crois qu'il y en a 3, et si on a perdu tous nos points de vie, on a perdu la partie, un peu comme dans Caro Combo, ce qui est une dynamique assez différente du score de Scout. Là, il suffit entre guillemets de pas être la dernière personne avec des cartes en main. Se défausser en premier, c'est bien parce qu'on a plus de cartes en main, mais c'est pas ça qu'on cherche forcément. Et je dis que donc ce qui fait l'identité de Nana Toridori, c'est le côté où quand on pose une combinaison, on peut, ou quand on passe, on peut récupérer des cartes et se les rajouter en main pour renforcer sa main. Et là vous allez me dire, peut-être, mais Flavien tu dis n'importe quoi. On dirait juste un plagiat d'Odin ton truc, parce que il y a certes pas de suite, il y a pas de main fixe, mais sinon ce qui fait son identité, c'est vraiment ce qu'on a trouvé dans Odin l'année dernière, dans janvier 2024, parce que vraiment dans Odin, bon, on était obligé, comme dans Hachi Train, de récupérer une des cartes qu'on vient de battre. Donc en fait, c'est pas du tout original. Alors déjà, on se calme. Déjà, le fait que ce soit une main fixe, ça change quand même pas mal les dynamiques de jeu, tout comme le fait qu'il y ait une dynamique de points de vie que ne va perdre que la dernière personne à qui il reste des cartes. Là encore, c'est différent de Odin. Ça donne des dynamiques spécifiques qui sont pas les mêmes, mais surtout je vous dirais que c'est un peu l'injustice des sorties françaises, parce que si on fait attention aux dates, je l'ai dit, Hachi Train c'est 2021, Nana Toridori cette version c'est 2023, et Odin c'est 2024, donc s'il y en a un qui s'est inspiré de l'autre, c'est sans doute plutôt Odin. Et c'est là que je parle d'une petite injustice, c'est que Hachi Train, alors un peu modifié, je crois, il va sortir cette année en 2025 chez Cocktail Games sous le nom de Django, dans une gamme qui fait un peu suite à Trio, et forcément, vu qu'Odin est arrivé sur notre territoire plus tôt, que la plupart des gens ne s'intéressent pas à Hachi Train et Nana Toridori parce que c'est des jeux japonais qui sont pas sortis en France, moi je pense que Django il va pâtir de la comparaison, voire il risque d'être accusé un peu de copie ou d'inspiration un peu trop forte. Évidemment c'est pas juste pour l'auteur, parce qu'il a fait son travail avant, mais de la part des joueurs et joueuses francophones, c'est une dynamique assez normale, parce que la plupart des gens vont pas aller se renseigner sur la date de sortie d'un jeu japonais, et donc vont comparer à des jeux qu'ils ont déjà pratiqués sur le territoire francophone. Bref, en tout cas, au-delà de ces histoires de paternité et de trajet éditorial, moi j'ai les deux. J'ai Nana Toridori et j'ai Odin, et je pense que vraiment je garde les deux parce que je pense que la contrainte de la main fixe fait que le premier a légèrement ma préférence, et surtout que Nana Toridori a une variante à 2, je sais pas s'il y en aura dans Django, et je la trouve plutôt sympa. Là où je trouve que le jeu édité par Helvétique, il est intéressant qu'à partir de 3, donc même si évidemment il y a une filiation, j'arrive quand même à trouver mon plaisir dans les deux. On reste dans les cartes et le petit format, mais ici, pas question de défausse ni de pli, on va plutôt partir du côté du draft avec Ohanami, un jeu de Stephen Bendorf, qui est l'auteur de The Game, dont on retrouve un peu quelques sentiments ici d'ailleurs. Il est sorti avant The Game, mais dans Ohanami, on sent la paternité, alors c'est peut-être un biais parce que je sais que c'est le même auteur, et c'est chez Oya aussi, ça s'inscrit très bien dans la petite gamme de jeux de cartes Oya, où il y a par exemple The Mind ou The Game, parce que dans Ohanami, je faisais la comparaison avec The Game, parce que l'idée c'est de faire des colonnes de nombres, maximum 3 colonnes, et dans ces colonnes, on va poser des cartes, et on ne peut placer des cartes que plus grandes ou plus petites que celles qui sont déjà placées. On n'a pas le droit d'intercaler des cartes entre des cartes déjà posées, et donc on n'a pas le droit d'intercaler des valeurs entre deux autres. Alors, c'est pas très compliqué, mais finalement c'est pas si facile que ça non plus, parce que forcément les cartes qu'on reçoit en début de partie et au fur et à mesure de la partie, ça va rarement être des suites parfaites, ça va rarement suivre à merveille, et donc forcément, par moment, on va devoir créer des écarts qu'on va regretter par la suite. Et dans ces colonnes, donc je disais, on met des valeurs là, en respectant ces contraintes de pose, mais surtout ces valeurs elles s'accompagnent de couleurs, de symboles, donc il y a de l'eau, de la végétation, des cailloux et des sakuras, et c'est autant d'éléments qui vont nous permettre de marquer des points. À la fin de chaque manche, il y en a 3, en fin de première manche on va juste scorer l'eau, qui va rapporter quelques points, je crois 3 points par carte, puis en fin de deuxième manche, on va continuer à scorer l'eau à hauteur de 3 points par carte, mais on va aussi scorer les plantes, on va rajouter un élément de scoring qui cette fois va rapporter 4 points par carte, donc un petit peu plus. Et à la fin de la troisième et dernière manche, on va rajouter les rochers. Les rochers scorent 7 points par carte, donc c'est quand même beaucoup plus que l'eau. Et on va rajouter les sakuras qui ont un scoring pyramidal assez classique qu'on trouve dans plein de jeux, un scoring de collection.
Donc on doit choisir, en plus des histoires de valeur, soit de s'orienter vers l'eau qui va rapporter dès le début et puis tout au long de la partie, mais pas beaucoup, ou plutôt de favoriser des choses qui au début vont rien rapporter mais qui feront des gros scores plus tard. Donc si je me blinde en cailloux au début de la partie, bah peut-être que les 2 premières manches je vais pas gagner beaucoup, mais par contre peut-être que je pourrais rattraper mon retard à la fin. Donc on est là, on essaie d'organiser un peu tout ça au mieux, on sait qu'au maximum on a le droit à 3 colonnes. C'est un jeu qu'on pourrait voir comme vraiment très solitaire et d'agencement. Il y a des variantes solo qui j'imagine marchent très bien, mais comme je le disais, il y a la composante de draft qui souvent implique un peu d'interaction, plus ou moins, ça dépend. Évidemment là ça va aussi participer à l'incertitude des cartes qu'on va récupérer, ça va mener à ces moments où on va recevoir un truc qui allait parfaitement avant, mais on vient de placer et de créer un petit écart et du coup ça aurait été parfait avant, mais on n'a pas le droit d'intercaler la carte. Aussi souvent, notamment à 2, on va essayer de se rappeler, donc on a 10 cartes au début, et puis petit à petit on peut se dire ah oui donc ça je vais essayer de m'en rappeler parce que je pourrais le caler, c'est plus le cas à 2 parce que les cartes nous reviennent plus vite en main, donc on peut essayer de se rappeler des différentes cartes qu'on va passer à l'adversaire en croisant les doigts pour que telle carte, bah, elle nous revienne peut-être, mais surtout le côté draft ça pousse à regarder un peu les cartes de nos voisins ou voisines, on va regarder le jeu de la personne à qui on va passer nos cartes, parce que si on peut lui laisser idéalement des trucs qui créent des grands écarts ou des trucs impossibles à caser, c'est toujours bien parce qu'il est toujours possible de défausser une carte si on estime que si on peut pas la placer ou si on estime que ça va faire un trop grand écart. Donc on va regarder le jeu de la personne à qui on va passer nos cartes pour l'emmerder si possible, et alors un petit peu moins certes, mais on va aussi regarder le jeu de la personne qui elle va nous passer les cartes en se disant en fait pour faire le lien à notre tableau. Alors évidemment cette personne va regarder notre tableau et prendre des décisions etc, mais bon, en tout cas on peut regarder en se disant tiens, des cartes de telle à telle valeur, peut-être qu'elle en a en main, que ça va pas trop avec son tableau donc que ça va pas l'intéresser, donc peut-être qu'elle va nous laisser des cartes de telle ou telle valeur. Alors, ça fait beaucoup de si, donc peut-être ça serait pas mal de se laisser de l'espace à tel endroit de telle colonne, parce que si potentiellement elle nous donne telle carte, ça irait bien ici. Encore une fois beaucoup de si, mais c'est quand même des petits trucs qu'on pense assez rapidement, qui sont pas trop paralysants, hein. Et si vous voulez pousser un peu le côté interactif, qui est un peu moins centré sur son propre arrangement, ses propres colonnes, dans la version française on a la chance d'avoir une variante qui a priori est absente dans les autres règles, ça a dû être créé en interne par Oya, et donc dans la variante déjà chaque manche va nous donner des points positifs pour notre plus grand jardin, donc la colonne où il y a le plus de cartes, et des points négatifs pour le plus petit jardin, donc là où il y a le plus de cartes à raison d'1 point par carte, donc si j'ai que 2 jardins, ben j'ai 0 point négatif puisque mon jardin le plus petit fait 0 cartes, mais du coup c'est rigolo parce que ça engage à pas trop se reposer sur des jardins équilibrés, ou de faire un jardin poubelle un peu où on met des trucs qui vont pas ailleurs, qui sont des dynamiques qui arrivent fréquemment en fait dans le jeu de base. Il y a souvent un jardin où on se dit ouais bon bah celui-là il me ferait un trop grand écart, donc bon allez, le 3e jardin ce sera celui où je cale ce que j'arrive pas à caser correctement ailleurs. Donc ça modifie cette dynamique, et aussi plutôt qu'un ajout de scoring à chaque manche qui repose sur les symboles, à chaque fois en fait ça va être de la majorité pour chaque élément, sauf l'eau qui ne va rien rapporter, donc l'eau, les cartes eau ne servent à rien si ce n'est à pas créer trop d'écart, mais sinon c'est un scoring où la végétation va rapporter X points, les cailloux X points et les sakura X points à la personne qui en a le plus. Donc forcément, les choix et l'observation de ce qu'ont les autres, c'est un peu plus mis en avant, ce qui est un peu toujours le cas dans les jeux de majorité, ce que devient Ohanami, alors qu'en fait à la base Ohanami c'est pas du tout un jeu de majorité. C'est rigolo parce que vraiment, quand je joue à Hanami, quand je l'analyse un peu froidement, tout respire des dynamiques très classiques, qui moi me retournent jamais plus que ça, même si j'aime bien l'équilibre entre hasard et contrôle, etc. qu'il y a dans Ohanami, le rythme aussi qu'il y a, mais que ce soit les sensations du draft, que ce soit les éléments de scoring, tout est quand même très très classique. Mais je sais pas, il y a quelque chose qu'on retrouve un peu dans la patte de Bendorf, il y a cette impression de jeu assez classique, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire d'un classique qui est vraiment bien calibré, bien rythmé, avec une certaine justesse entre les espaces de choix, le temps qu'on passe à ses choix, les conséquences que réservent ses choix, et ça donne un jeu qui finalement donne quand même pas mal envie d'y revenir, d'enchaîner les parties, et ce, malgré le fait que derrière, je me dis qu'il a rien pour briller, à chaque fois que j'y reviens, ma partie me procure pas mal de plaisir. Après une partie de Hit, puis une du très décevant Hit Extreme dont je parlais un peu plus tôt, les camarades de Proxy Jeux avec qui j'étais à ce moment-là, ils m'ont enfin fait découvrir Perse, qui est un jeu de 2014, qui a plein de modes de jeu, de variantes, et en fait tous ces modes de jeu se basent sur un deck de 55 cartes qui est composé de 1-1, de 2, etc. jusqu'à 10-10. Si vous connaissez Hit ou Flip 7, vous savez déjà ce qui va se passer, à votre tour vous piochez, si vous piochez une carte d'une valeur que vous possédez déjà, vous explosez, mais déjà il y a ce deck spécifique qui va donner des dynamiques propres au tirage et aux choix qu'on
qu'on fait, puisque évidemment si j'ai un 10 devant moi, bah c'est un peu plus dangereux que si j'ai un 3, puisque il y a que 3-3. Et ensuite il y a le scoring et la manière dont on gagne, parce que Pairs il va s'arrêter dès qu'une personne atteint un certain score, qui je crois, nous on a joué en 15 points ou un truc comme ça, et l'idée c'est que il faut essayer d'avoir le moins de points à ce moment-là, assez classique là aussi, hein. Et les points on les prend quand on explose ou quand on choisit de s'arrêter. C'est pour ça qu'on est un peu poussé à continuer, parce que si on s'arrête, on va récupérer la carte de notre choix autour de la table. Évidemment en général on va récupérer la plus petite pour progresser le moins possible. Autant vous dire que s'il y a que des cartes assez hautes autour de la table, bah on veut pas s'arrêter, parce qu'on veut pas prendre, je sais pas, un 6 par exemple. Mais le truc c'est que de base, c'est des cartes, ces cartes de haute valeur dont le tirage est plus probable. Et si on explose, c'est là que c'est rigolo, c'est que on récupère la carte qui nous a fait échouer, donc c'est une des cartes qu'on avait déjà devant nous, donc ça peut être un 2, mais ça peut aussi être un 9. Et surtout, toutes les autres personnes à table peuvent défausser leur carte et donc ne marquent aucun point, donc on est le seul à progresser vers la défaite. C'est tout, mais ça suffit à procurer des interactions et des dynamiques qui sont assez propres au jeu, qui le différencient un petit peu d'autres jeux du genre. Moi j'ai trouvé ça très agréable, on pousse les autres évidemment au crime, on évalue nos risques, on se réjouit d'un coup risqué qui est passé, parfois on est surpris par des renversements de situation au niveau du score, c'est vraiment une partie qui vit. Alors moi j'ai toujours tendance à préférer Hit quand même à cette version de Pairs, parce qu'il y a le côté vol de cartes qui mène, alors je pense que je préfère cependant le scoring et la manière de fin de partie de Pairs que dans Hit, où Hit c'est vraiment juste on vide le paquet et puis on compte nos points. Pairs est un peu plus élégant de ce point de vue là, avec ce score qui évolue au fur et à mesure de la partie et qui finit dès que quelqu'un dépasse un certain score. Je pense que je préfère cette dynamique là, mais le vol des cartes dans Hit, ça mène vraiment à des interactions que j'ai tendance à préférer moi autour de la table. Mais vraiment ouais, très bonne surprise, si vous êtes sensible au genre, moi je vous le conseille vraiment fort. Moi je suis très curieux de voir les variantes qui ont été créées autour de ce système et de ce deck. Je trouve la vie du jeu vraiment chouette, avec cette appropriation par la communauté pour en créer un peu d'autres choses autour de ça. Et mine de rien, bah, ça fait plaisir en fait, on y a joué juste après Hit Extreme je disais, et ça fait plaisir de remettre les pendules à l'heure sur ce que c'est qu'un bon jeu de prise de risque, un retournement de cartes en termes de rythme, de flux de jeu, et ouais, Pairs il est sorti 10 ans avant Hit Extreme et il lui met une sacrée baffe. J'ai mis pas mal de temps avant de vous parler de ce jeu là, de So You've Been Eaten, un jeu de Scott Helms, qui moi ça se vendait surtout sur son auteur, hein, parce que j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, mais j'aime bien des fois Scott Helms, et aussi sur son thème rigolo, qui je reviendrai dessus, mais il a un thème assez intriguant, et il a une configuration particulière quand même, c'est un jeu de 0 à 2, ce qui est assez rare pour être noté, qui a enfin c'est là pour intriguer en vrai, hein, je reviendrai sur la configuration à 0, c'est un peu de la com, mais c'est de la com qui a marché chez moi en tout cas. On est dans un jeu asymétrique, et donc je parlais du thème rigolo, il y a un camp qui va incarner un mineur, qui veut aller récupérer des cristaux dans l'intestin d'une grande bestiole spatiale, et l'autre ça incarne un peu cette bestiole et son intestin, donc voilà, c'est rare d'incarner un intestin, donc voilà, je trouvais ça rigolo. Et le mineur doit soit réussir à choper les cristaux nécessaires et sortir par la bouche, la bestiole pour gagner doit elle digérer les mineurs avant qu'il ait fait sa besogne, tout en faisant soit progresser des bactéries pour justement favoriser la digestion, ou en récupérant suffisamment de cartes mutation. Mais si aucun des deux camps n'a atteint la victoire, ben le mineur est expulsé par l'autre côté et on compare les scores pour voir qui gagne. C'est un thème assez farfelu, je trouve qu'en termes de mise en page et en mots du côté du livret de règles que moi j'ai en anglais, c'est au diapason. Je trouve que c'est un livret de règles qui est rigolo dans la formulation, dans la manière dont sont présentés les modes solo aussi, en termes de wording tout simplement. Et du coup la lecture du livret de règles est assez agréable, sans pour autant que, vous savez, des fois le fait de faire des trucs un peu rigolos ça parasite la compréhension. Là c'est pas vraiment le cas, et je trouve que l'asymétrie est quand même assez forte. C'est deux manières de jouer qui sont vraiment différentes. D'un côté, la personne qui joue le mineur va jouer à un jeu de placement de dés, en lançant des dés, etc., et en déclenchant des actions selon les valeurs des dés, pour aller choper des cristaux, pour récupérer des outils, pour éviter que la créature ait trop de bonus, tout en essayant évidemment de faire en sorte que les cartes qui constituent l'intestin, puisque c'est un intestin constitué de cartes, soit dans un ordre qui soit pas trop dangereux en termes de bactéries, et assez favorable pour la récupération de tel ou tel truc. Mais donc c'est vraiment du placement de dés. La créature, la bestiole spatiale là, elle va jouer un jeu de cartes, justement avec ses cartes intestins. L'idée c'est vraiment essayer d'organiser son intestin pour balancer les bonnes bactéries au bon moment, récupérer des pouvoirs pour renforcer tel ou tel axe de jeu. Et il y a aussi vraiment toute une gestion de main dans le côté faire de la, garder telle ou telle carte en main, faire de la rétention de cartes pour pas rendre les cristaux disponibles. Mais en même temps il y a aussi le tempo de la partie, parce que en gros une des conditions de fin de partie c'est soit les victoires immédiates de l'un ou de l'autre, soit vider la pioche.
Et donc la bestiole spatiale doit essayer de gérer ce tempo. Si elle se sent en avance, ce qui est plutôt le cas en général, je trouve qu'en cas d'égalité, si la partie va assez vite, la bestiole spatiale a plus de chances de gagner. Donc il y a parfois une question de tempo où on se dit bon je vais utiliser beaucoup de cartes pour vider plus vite la pioche pour accélérer un peu le rythme de la partie, ou au contraire essayer de temporiser un peu si je sens que je suis un peu limite au niveau du score. Mais là encore si je l'accélère, c'est que je rends plus de cartes disponibles et donc potentiellement je laisse plus de cristaux à disposition. Donc il y a comme ça un peu cette tension permanente entre la recherche de la victoire immédiate et viser les points en cas d'égalité, tout en faisant attention aux conditions de l'adversaire. Et le tout, c'est que on fait ça sans que le système soit vraiment trop complexe, sans que le système fasse oublier ses objectifs, on arrive toujours à les avoir en tête. Il y a un peu d'aléatoire des deux côtés qui se présentent sous des formes différentes. Le tout, c'est assez séduisant, ça propose vraiment d'un côté ou de l'autre des sensations différentes. Je trouve que les deux côtés sont agréables à jouer. Le tout manque quand même un poil de rythme. Tout devient un peu vite monotone. Les choix sont pas si intéressants que ça. En fait, c'est plus les systèmes qui sont intéressants dans leur asymétrie que vraiment chaque système qui est intéressant en lui-même. Même s'il y a certaines des cartes mutations qui sont rigolotes, même si les situations peuvent être un peu variées, mais ouais, les choix qu'on fait à notre tour, ça manque un peu de piquant, ça peine à nous investir à la fois dans le système de jeu, et puis finalement l'histoire farfelue qu'il raconte, on l'oublie assez vite. Pour ce qui est de la configuration dont je parlais, le petit truc de communication qui a marché sur moi de 0 à 2, c'est simplement qu'on peut aussi jouer à 1, et donc si on joue en solo, on affronte un automa, et soit on joue le mineur, et dans ce cas-là on affronte une bête en hibernation, soit on joue la bête, et on affronte un robot mineur, et les deux systèmes d'automas sont très différents. Et j'ai pratiqué les deux et je les trouve plutôt réussis en cela que je trouve qu'ils retranscrivent quand même à peu près les sentiments de jeu en face à face, et surtout moi ce que j'aime pas dans les automas c'est des manips un peu chiantes, beaucoup de manipulations, etc. Là c'est pas le cas, je trouve que dans l'ensemble ça va. Moi c'est vraiment un red flag quand un automa demande trop de manipulation, et là non, il se déroule très facilement, donc ça permet de garder un rythme assez soutenu. Et donc la configuration à 0, c'est si vous mettez face à face ces systèmes d'automa et que vous résolvez juste leur déroulement sans faire aucun choix. Imaginez un peu, je sais pas si vous faisiez ça, moi je le faisais, imaginez que dans un FIFA ou dans un PES vous mettiez deux équipes face à face, les deux étant des IA, et ensuite vous regardez le match et ce que ça va donner. Il y a un peu ce sentiment là quand on joue à 0 à So You've Been Eaten, mais on doit quand même manipuler les automas pour les faire se résoudre. Enfin, sachez quand même qu'il y a une revisite du jeu qui est prévue, qui s'appelle So You've Been Cursed. Alors je sais pas, c'est prévu je crois en 2025 il me semble, uniquement en anglais aussi peut-être qu'il y a une VF pour celui-là, je sais pas. Alors je m'y suis pas intéressé de plus près, je vous avoue, il y a dû y avoir un financement participatif l'an dernier. J'y jetterai quand même un œil parce que même si So You've Been Eaten c'est un jeu qui est imparfait, c'est un jeu qui quand même a un peu de charme, qui demande un peu à être affiné, il aurait pu l'être directement, mais peut-être que sur So You've Been Cursed, alors je sais pas du tout, si ça se trouve c'est complètement différent, et ça n'a rien à voir en termes de système, mais peut-être qu'il y aura un peu plus justement de finition de ce point de vue là, même si je vous avoue que le thème me paraît un peu moins exotique, je crois que c'est autour des sorcières, etc. Là où So You've Been Eaten, vraiment, vraiment son thème est quand même très très original. Donc comme dirait Laurent Delahousse, affaire à suivre, on se retrouve peut-être en 2025-2026 pour parler de So You've Been Cursed. Je finis cette catégorie avec un jeu enfant, c'est Sweep Ship. C'est un jeu où on veut avoir un max de moutons en je sais plus combien de manches, sachant que chaque carte possède entre 1 et 3 moutons. Mais il y a aussi des cartes loups qui permettent d'aller piquer des cartes dans les mains des autres pour justement les mettre dans la sienne. Donc si j'ai un loup, je peux t'attaquer, et si j'arrive à t'attaquer, je te pique une carte, je la mets dans ma main. Donc ou on peut la piquer par la suite évidemment. Il y a des cartes loups, donc il y a les cartes chiens. La carte chien elle permet de contrer un loup. Donc si je t'attaque avec mon loup, tu révèles ta carte chien, et en fait c'est toi qui piques une carte dans ma main au lieu de l'inverse, et en gros au début de manche on appelle les loups, ils se révèlent, on les met tous face visible sur la table, et une fois qu'on a fait le tour de table et que tous les loups ont été résolus, toutes les attaques, on rajoute à notre score tous les moutons qu'on a en main, et sur X manches, après on fait le total du score. Alors je l'ai pas dit encore volontairement, mais en gros au début de la manche, au début de chaque manche, chaque personne a 3 cartes en main, 3 seulement, et on va en garder une seule sur ces 3 et donner les 2 autres à nos 2 voisins ou voisines, donc une à la personne de droite, une à la personne de gauche, et évidemment dans le même temps on reçoit une carte de mon voisin de gauche et une carte de ma voisine de droite. Donc ça permet évidemment de disperser les informations, on sait que telle personne va posséder tel truc, du coup peut-être que je lui donne volontairement un truc avec 3 moutons pour lui piquer avec mon loup, ou au contraire je lui file un loup qui rapporte aucun point, mais je garde un chien
ou en tout cas peut-être que je garde un chien et que peut-être que si je donne un loup à mon adversaire de droite, il va se dire ouais il me l'a donné parce qu'il a un chien donc je vais pas l'attaquer. Donc Sweep Ship c'est vraiment du jeu de guessing, il y a un peu un côté cette année, enfin en 2024 est sorti en français après Another Day, il y a vraiment ce côté là où alors il y a des informations, il les distille différemment à travers son système de début de manche, mais comme dans Prey Another Day, en fait ça permet quand même au guessing qui est très fort dans Sweep Ship aussi, de se baser quand même, d'avoir des éléments, des fondements sur lesquels on peut se baser, soit du fait de la mise en place, soit parce que on a échangé des cartes successivement, donc moi avec mon loup je t'ai attaqué, je t'ai piqué ta carte 3 moutons, donc tu sais que j'ai ma carte, que j'ai la carte 3 moutons, donc tu peux m'attaquer aussi en réponse, etc. Il y a vraiment des petits choix ici et là, des vraies petites déductions, il y a vraiment un petit timing qu'on peut mettre en place. Moi j'ai trouvé ça assez réjouissant, c'est peut-être une bonne introduction au guessing finalement, qui est vraiment une mécanique de jeu et un sentiment de jeu, des choses qui sont pas faciles à mettre en place trop jeune, la dimension de bluff, etc. c'est quelque chose qui s'acquiert quand même plus tard. Peut-être que d'ailleurs les plus jeunes, ils vont pas mettre en place le guessing et le bluff, sans doute pas d'ailleurs, même si peut-être que ça peut les y introduire encore une fois, mais peut-être que c'est plus l'univers du jeu et le plaisir de contrer le loup avec le chien qui va suffire entre guillemets au plaisir. Moi en tant qu'adulte en tout cas j'ai quand même trouvé du plaisir de ce point de vue là dans ce jeu de guessing. C'est pas une claque, je pense que je préfère quand même Prey Another Day pour le côté tension qui peut naître en fin de partie quand justement les scores sont serrés. Je pense que je préfère aussi la manière dont Prey Another Day propose ces informations sur lesquelles on base notre guessing, mais en tout cas c'est un bon moment et je trouve que c'est quand même un jeu réussi. Voilà, on a fini avec les jeux que j'ai aimés ce mois-ci. Et on va quand même finir avec un jeu que j'ai particulièrement aimé, il est autour de moi en ce moment. J'y ai beaucoup joué là, là où j'enregistre, on est en janvier 2025, mais j'ai beaucoup joué là toute la période de août de la sortie du jeu, de mon acquisition jusqu'à aujourd'hui, je continue à y jouer. Donc un seul top, mais un très joli top, et qui d'ailleurs au début n'était pas un top. Au début je l'avais mis dans les trucs pas mal rapidement parce que j'avais trouvé ça vraiment bien, et puis partie après partie, comme ça vous verrez, il s'est installé finalement dans les tops. On est parti. Seul top pour ce mois, c'est un petit On Game, une maison d'édition dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Souvent c'est plutôt positif. Avec ces derniers mois, il y a eu des titres comme Order Overload ou Rafter 5 et Drawpolter. Ça rejoint les quelques jeux de cet éditeur que je vais toujours recommander à partir de maintenant. C'est un jeu qui, dès sa mise en place, sait surprendre par son matériel inhabituel. Ensuite, il surprend aussi, au-delà du matériel, parce qu'il exige comme compétence, qui est vraiment la motricité fine de la main, qui est vraiment le cœur du jeu et qui demande de se concentrer très très fort sur des muscles que le jeu de société nous demande peu d'explorer. Son idée, rapidement, c'est qu'on a 5 objets en main, qui ont des formes assez différentes, ça va être une bague, un cube, des trucs comme ça, et on va retourner une carte en début de tour, et on doit faire tomber exactement les objets qui sont demandés par la carte. Ça peut être de 1 à 4 objets. Si on en fait tomber d'autres, si on me demande de faire tomber par exemple la bague et le biscuit et que je fais tomber la bague et le cube, il faut tout reprendre en main et recommencer du début. On fait évidemment tout ça en même temps, en simultané, à essayer de faire tomber les bons objets, et une fois qu'on a réussi, une fois qu'on a la bonne combinaison sur la table, il faut se précipiter sur le fantôme qui est un jeton au centre de la table, et le récupérer avant les autres pour valider. Tout ça on le fait avec une seule main, évidemment, sinon ce serait pas drôle, on n'a pas le droit de prendre dans une main avec son autre main. Non, tout ça c'est avec donc une seule main qu'on ferme, qu'on secoue avant de retourner la carte qui va nous indiquer les objets, et éventuellement si on joue avec la variante, parce que de base c'est avec une seule main, mais on a le droit de regarder ce qu'on a dans la main pour essayer un peu de se triturer la main pour faire tomber les bons trucs. Il y a une variante qui vous dit vous ne regardez même plus votre main. Donc là on est vraiment purement sur la sensation, sur le sens du toucher. Donc on se triture la main, il y a des objets qui restent coincés. Des fois dès le secouage, disons dès qu'on secoue la main au tout début de la partie, là au tout début de la manche, on sent qu'il y a un truc qui est au mauvais endroit et on croise les doigts pour que ça soit pas un truc à faire tomber. Il y a les mauvais objets qui tombent, on doit tout reprendre en main. Au fur et à mesure de la partie qui avance, alors selon votre moiteur, on a de plus en plus les mains moites et donc ça fait changer un petit peu la manière dont on ressent les objets et dont on les fait tomber. Bref, il se passe énormément de choses en très peu de temps. Mais ce qui se rajoute à ça, c'est les points qu'on gagne. Parce que pour gagner la partie, il faut avoir 5 points. Et ces points, c'est des petits grelots. Des petits grelots qui font du bruit. Et en termes de mise en scène, ils auraient pu mettre autre chose, n'importe quoi, on s'en fout. Sauf que la personne qui gagne, elle prend une clochette, et les clochettes, où est-ce qu'on les met ? Dans notre main qu'on secoue, rappelez-vous, au début de la manche. Et du coup, quand plein de monde a des clochettes en main, ça fait du bruit, ça participe à l'atmosphère, ça apporte une dimension sonore, où le moment où l'ouïe en fait se joint au toucher. Et pour parachever un peu le génie du jeu,
Évidemment, ces clochettes qui sont, je vous le rappelle, nos points, eh ben ils sont dans notre main, et ça peut tomber. Notamment, c'est des petits objets, ça a tendance à tomber. Et si ça tombe, c'est perdu. On rend la clochette, on a perdu notre point, voire plusieurs points si on en fait tomber plusieurs. Et en plus, on doit, comme classiquement, remettre tous les objets dans notre main. C'est pour moi une des meilleures mécaniques de catch-up de tous les temps, parce que évidemment, la forme et la taille de ces petits grelots là, bah ça se faufile, ça se bloque entre les lignes de la main, ça glisse entre les doigts. Et donc plus on avance, plus on a de clochettes en main, plus on risque de perdre de points, et plus réussir une mission sans perdre de points devient difficile. Donc c'est une super mécanique de rattrapage, et en plus ça offre un vrai arc à la partie, parce que si on a ces clochettes en main, bah peut-être qu'on va prendre moins de risques, peut-être qu'on va se concentrer sur des manches qu'on juge plus accessibles selon la position des objets dans notre main et ceux qu'il faut qu'on fasse tomber. Ou peut-être qu'on va aussi se concentrer sur des cartes où il y a moins d'objets à faire tomber, mais pendant ce temps, bah, les autres peuvent nous rattraper et on peut quand même parfois faire tomber des clochettes par inadvertance. Bref, cet ajout de clochettes, il a plein de petites conséquences, à la fois en termes de mise en scène et de dynamique de partie, et tout ça c'est super élégant en fait, enfin c'est d'une élégance incroyable. Donc Dropholter, un des incontournables de l'année, évidemment il se joint à Order Overload, à The Gang, à plein de jeux où on a ce plaisir à les faire découvrir pour l'effet waouh, où vraiment les gens t'ouvrent la boîte et disent mais qu'est-ce que c'est que ça, et puis ensuite il y a vraiment le plaisir de découvrir un jeu qui se concentre sur le sens du toucher. Mais franchement, enfin Dropholter, j'ai fait plein de parties, à la fois avec des nouvelles personnes, mais aussi beaucoup répétées avec le même groupe, et c'est un jeu dont je me lasse pas, que je trouve toujours aussi brillant, et en cela, bah, il rejoint justement Order Overload Café, qui lui aussi combinait le plaisir de la découverte et la joie d'y revenir. Après ce seul et unique top, c'est le moment d'arriver à la conclusion de cette vidéo, que j'espère que vous avez aimé, que ça vous a donné des informations sur ce que moi j'ai ressenti du jeu, si oui ou non ça pourrait vous encourager à l'essayer ou pas, ou vous conforter dans votre avis, ou à l'inverse, justement, n'êtes pas d'accord du tout avec ce que moi j'ai dit. En tout cas, pour ça, il y a les commentaires, comme je le disais en début de vidéo, et n'hésitez pas à revenir sur les jeux dont j'ai parlé lors de la vidéo. Et puis, laissez le petit pouce qui va bien. Il y a le petit Buy Me a Coffee que j'ai aussi cité dans l'introduction, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, à hauteur de 1 €, à partir de 1 €. Il y a le petit Buy Me a Coffee qui va bien, là aussi tout est dans la description. J'en profite donc pour remercier vous déjà d'avoir regardé la vidéo, mais surtout les personnes avec qui j'ai partagé des parties au cours du mois de septembre 2024 qui m'ont permis de découvrir ces jeux, que ce soit en physique ou en numérique. Merci à ces personnes-là. Et merci aussi aux éditeurs qui mettent à disposition les ressources. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, vous l'avez vu, il y a des moments où je reste très longtemps sur une image parce que il n'y en a pas d'autres. En tout cas, voilà, prenez bien soin de vous. Ciao!